communiquer avec les animaux, c'est écouter et écouter, écouter et écouter. Et la manière dont tu le transmets, le fait que toi, tu aies accueilli cette formation à l'époque, en sachant que derrière, tu allais écouter l'animal, ça prend tout son sens à travers ce que tu viens de dire. En fait, la communication avec les animaux a pour but, au final, de ne plus leur dire tout le temps ce qu'ils doivent penser ou faire, y compris faire, mais de savoir quels sont leurs véritables besoins, quelles sont leurs, motivations, pourquoi est-ce qu'ils ont tel comportement et avant tout dans une séance professionnelle, pendant 1 heure et demie, l'animal va pouvoir exprimer tout ce qu'il veut, sans même qu'on aborde aucune question d'humain. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxilv et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je suis en joie de donner la parole à Shaina Lebeau et son compagnon Florent Richer. Bonjour Shaina, bonjour Florent. Bonjour Katia. Bonjour Katia. Merci à vous deux d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je vous ai rencontré, si ma mémoire est bonne, en 2019, lors d'un stage d'initiation de communication animale que vous animiez sur Bayonne. 2 jours pour comprendre comment entrer en communication avec les animaux. Je me souviens avoir été bluffée et chamboulée, je vous expliquerai pourquoi plus tard, par les messages que nous avions réussi à capter de nos animaux respectifs. Nous pouvions en effet confronter nos perceptions avec le réel. Souvent on dit ou on entend dire il ne leur manque que la parole. Et ce stage nous a aidés à ça, à rétablir le contact avec eux, pour entendre ce qu'ils avaient à nous dire. Votre postulat est que les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, ont des messages à nous transmettre, et qu'il nous faut apprendre à les écouter avant tout. Vous en avez d'ailleurs fait un livre, Les animaux, ces messagers au grand cœur, le secret, les écouter au-delà des mots, aux éditions du Souffle d'Or. Alors avant de saisir comment cela est possible, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la communication animale ? C'est très touchant déjà, Katia, ce que tu viens, d'exprimer parce que c'est vraiment, communiquer avec les animaux, c'est écouter et écouter, écouter et écouter et la manière dont tu le transmets, le fait que toi, tu aies accueilli cette formation à l'époque, en sachant que derrière, tu allais écouter l'animal, ça prend tout son sens à travers ce que tu viens de dire. En fait, la communication avec les animaux a pour but, au final, de ne plus leur dire tout le temps ce qu'ils doivent penser ou faire, y compris faire, mais de savoir quels sont leurs véritables besoins, quelles sont leurs, motivations, pourquoi est-ce qu'ils ont tel comportement et avant tout dans une séance professionnelle, pendant 1 heure et demie, l'animal va pouvoir exprimer tout ce qu'il veut, sans même qu'on aborde aucune question d'humain. Une fois qu'on a fait ça, le résultat final, il est que les animaux peuvent prendre, ça y est, leur vraie place. Dans nos foyers, pour les animaux de compagnie, mais dans le monde aussi. Et c'est là où les animaux aiment qu'on raisonne en cercle, parce que dans un cercle, chacun a sa place. Quand on raisonne en tant que maître de l'animal, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, qui a une connotation où on met l'homme en haut de la pyramide, en ayant le pouvoir sur l'autre. Les animaux, à un moment donné, m'ont dit non, vous n'êtes pas les maîtres, mais nous non plus, on n'est pas non plus vos guides, on est ensemble. Donc vous êtes les humains de compagnie, nous sommes les animaux de compagnie.
Tu fais bien de le préciser parce que, dans ton livre, tu fais mention à un moment donné qu'effectivement les humains peuvent avoir tendance à vous demander: «Est-ce que vous pouvez dire à mon chien qu'il aboie moins, à mon chat qu'il soit plus sociable?» et cetera. Enfin, effectivement, qu'on leur donne des ordres ou des consignes. Mmh. Or, le but de la communication, donc ce n'est absolument pas cela. Donc c'est plutôt comme tu le dis et peut-être Florent, tu peux réagir sur, Et le mot écouter, qu'a répété 3 fois Shaina, est essentiel parce que c'est vraiment faire passer le message. Et au-delà de cette écoute, il y a aussi toute la profondeur de l'information. Et en fait, par la communication animale, cela va nous permettre de nous mettre dans le mode de pensée animal et non pas d'être dans le mode de pensée humain. Le risque dans la communication animale, c'est de faire de l'anthropomorphisme ou de faire de l'analyse par rapport à ce que nous, les humains, nous croyons, nous savons par rapport à toutes nos expériences, nos découvertes et autres. Et alors que finalement, l'idée, c'est de s'extraire de ce que l'on sait pour être véritablement à l'écoute et comprendre quelle est leur vraie pensée. Et ne pas se dire que le seul mode de pensée, c'est le mode de pensée humain qui conduit, bien évidemment, à dire, «Il serait bien que tu fasses ça», ou «Obéis à à ce que je souhaite». Ça m'amène à une autre, chose importante par rapport à ce que vient de dire Florent, c'est que, nous les êtres humains, on peut avoir tendance à interpréter ce que l'on voit. Donc le chien, il lève l'oreille comme ça, on va dire: «Ah bah, si le chien lève l'oreille comme ça pourrait éventuellement ou pas dire ça». Quand on les écoute dans leur mode de fonctionnement à eux, au niveau des échanges, c'est-à-dire par transmission de pensée, il n'est pas possible d'interpréter quoi que ce soit puisque le but, c'est d'écouter et de traduire fidèlement ce que l'animal va envoyer comme information. Donc sur ça, les humains ont mis un mot qui fait peur, qui s'appelle la télépathie. Ça fait peur parce qu'on se dit: «Ça y est, c'est un truc de science-fiction, c'est un truc de gens complètement barrés» et cetera. C'est juste et très simplement de la transmission de pensée entre 2 êtres vivants. C'est tout. Tout le monde en fait tous les jours. Quand, Katia t'appelle quelqu'un en disant: «J'allais t'appeler», c'est de la transmission de pensée, c'est de la télépathie. On est tous nés avec, puisque quand on est enfant, c'est comme ça que les bébés communiquent avec leurs parents, par télépathie, par transmission de pensée. Comment est-ce qu'on fait concrètement quand on est adulte? Parce qu'on a tendance à perdre cette faculté-là qui est, en nous depuis toujours. Parce que les auditeurs vont nous dire: «Ouais, très bien, mais comment je fais pour communiquer avec mon chat?» Comment est-ce qu'on fait pour se mettre, dans ce mode télépathique? Alors, bah, c'est tout l'objet, de la formation d'initiation évidemment. Tu as On va pas déjà la tout réponse à dévoiler. tout ça, Katia. C'est tout l'objet de la formation d'initiation. Alors là, effectivement, il est possible de dire: «Mais puisqu'on l'a tous à la naissance, pourquoi c'est, utile d'aller faire une formation?» Alors oui, on l'a tous à la naissance et la plupart des êtres humains le mettent de côté très jeunes, très, très jeunes, dès qu'ils commencent à avoir la parole. Pourquoi? Parce que petit à petit, à force de ils vont faire un espèce d'échange inconscient pour recevoir de l'amour de l'environnement, des parents, mais pas que, je vais dire l'animal. L'enfant va correspondre à ce qu'on attend de lui. Et donc, il va développer, je vais bien travailler à l'école, je vais réfléchir, je vais trouver des solutions et c'est son cerveau gauche qui va prendre de plus en plus de place. On expliquera tout à l'heure, si tu veux, comment ça fonctionne au niveau du, cerveau humain. Donc l'enfant se déconnecte de la télépathie au profit du mental. Le mental, il est très utile à l'être humain pour faire plein de choses, mais pour communiquer par transmission de pensée, il est utile de l'apprivoiser. C'est un des exercices que l'on va faire tout au début de la formation, c'est apprivoiser son mental et son meilleur ami qui s'appelle l'ego, qui lui est très très doué pour mettre des leurres à l'être humain, des leurres du style tu peux pas y arriver, t'es pas capable, t'es blond, alors ça veut dire si, tata, tata, tata. Donc ça fait vraiment partie intégrante de la formation. Une fois que ça c'est fait, chaque être humain va faire des exercices très progressifs pour savoir comment lui, personnellement, il reçoit les informations quand il est en mode télépathique. Une fois qu'il a sa grille de lecture et qu'il sait comment faire, là, il y a un petit danger qui arrive. Et le petit danger, c'est de recevoir une information de l'animal et d'en déduire quelque chose et de l'interpréter en disant: «J'imagine qu'éventuellement ça pourrait dire ça». Donc là, ensuite, on va faire des exercices pour que les humains apprennent à traduire fidèlement ce que dit l'animal sans interpréter, mais c'est toujours pas fini. Parce que derrière une première information, l'animal a besoin qu'on aille vraiment, c'est ce que j'appelle le cadeau en fait. Quel est le message final? Et ça nécessite d'aller en profondeur. Parce que si on va pas en profondeur, l'être humain, par définition, veut souvent aller trop vite, va avoir des têtes de chapitre. Et ces têtes de chapitre ne sont pas les messages de l'animal, ne sont que le début. Tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça qu'il est nécessaire
d'être accompagné et que chaque participant à la formation soit accompagné de manière individuelle parce que chacun va fonctionner différemment et nous, on prend compte de ça, bien évidemment. Comment est-ce que vous êtes venus tous les 2 à vous connecter à cette, capacité-là? Ou à découvrir que vous aviez cette capacité et de pouvoir communiquer avec les animaux, les entendre? Alors, pour moi, la surprise, elle a été grande, quand je me suis rendu compte que les autres êtres humains ne percevaient pas les mêmes choses que moi des animaux. Donc, je vivais, en ville, mais pas que, je vivais beaucoup à la campagne où on avait beaucoup d'animaux et dans cet endroit, je vivais avec des personnes qui aimaient beaucoup, beaucoup les animaux, qui avaient beaucoup, beaucoup d'amour en eux, qui, au final, pour différentes raisons, y compris financières, les mangeaient. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile, mais jusqu'au jour où ils ont décidé de prendre mon coq préféré pour, fêter mon arrivée, bah, ça me traumatisait pas plus que ça parce que je me suis jamais posé beaucoup de questions étant enfant. Pas beaucoup plus aujourd'hui d'ailleurs. J'aime bien vivre le moment. Donc à partir de ce jour-là, quand j'ai réagi en disant: «Mais c'est mon coq, je l'aime, je reconnais qu'il est agressif avec les autres, mais avec moi il est génial, je l'adore vraiment». Ces personnes m'ont dit: «Tais-toi» et donc je me suis tue et je n'ai plus parlé jusqu'à l'adolescence. Donc j'ai continué à échanger par télépathie, donc par transmission de pensée, essentiellement, avec les animaux et donc j'ai conservé ça complètement, actif et en fait ça change rien. Parce que, bah, moi, je me suis tue, je me suis privée d'autre chose, mais tous les êtres humains l'ont en eux et il suffit de le réactiver et très rapidement, en 2 jours, tout le monde le réactive. Enfin, même la première journée, je dis 2 jours, mais non, c'est à la première journée, tout le monde se reconnecte à la télépathie, tout le monde prend conscience de son existence en soi-même et que ça fonctionne et toutes les personnes qui sont venues dans l'école, que ce soit pour une formation d'initiation ou pour devenir professionnels comme Florent, bah, une fois qu'ils sont professionnels, ils sont comme moi. Je n'ai strictement rien de plus. Ça m'a rien fait gagner, en fait, de faire ça. Et quand tu étais petite, tu avais notion que ce que tu entendais toi, tout le monde ne le percevait pas? Que Bah, tout le monde pouvait être capable de l'entendre, mais que tout le monde ne le percevait pas? je m'en suis rendu compte de par le comportement des personnes avec les animaux. Donc Mmh. c'est ça qui m'a interpellée. En fait, il y a des choses encore là quand j'en parle que je peux pas encore, exprimer. Je pense que c'est pas complètement réglé pour moi, donc c'est difficile d'en parler et en fait, en plus la semaine dernière, on a été dans ce lieu où j'ai vécu enfant qui maintenant, est livré complètement à l'abandon parce que, bah, ma famille, d'amour, est décédée. Donc le lieu est à l'abandon et donc ouais, j'ai quelque chose de très émotionnel là quand j'en parle parce que c'est très récent et donc non, je me posais pas ces questions-là. J'étais vraiment dans mon monde, mais comme beaucoup d'autres enfants qui sont dans d'autres mondes, voilà, c'est une histoire parmi, beaucoup d'autres qui n'apporte enfin, ça fait pas de moi quelqu'un, qui a un don ou quelque chose ou qui est mieux, rien de tout ça, vraiment, vraiment. Par contre, il y a une chose, c'est que les animaux m'enseignent depuis toujours et comme ils m'enseignent, moi, quand je rencontre une difficulté, bah, ils vont m'aider. Et c'est eux qui me disent, bah, même dans les formations, quand je rencontre quelque chose, comment je peux faire et les animaux vont m'aider. Donc à chaque fois que je rencontre, par exemple, à un moment donné pour les animaux maltraités, c'est quelque chose de très vif, de très émotionnel chez les êtres humains, chez moi aussi et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça?» et je me suis rapprochée d'associations de protection animale et ensemble, on a décidé de voir ce qui se passe si on va chercher un animal trop tôt dans un foyer où l'animal n'est pas prêt à en partir tout de suite, parce qu'on lui a pas demandé son avis. Un animal maltraité qu'on va chercher trop tôt va être emmené dans un refuge et il va tout faire pour retourner là où il est maltraité. Alors ça, quand je dis que je l'entends des animaux, mais je l'ai vérifié 100 fois. Je ne vais jamais rien affirmer tant que je le vérifie pas, parce que ça aussi, ça fait partie de la pensée animale. On est ensemble, quand je dis «on», c'est moi et les animaux, toujours en mode solution. Tout le temps. Mais après, trouver une solution ne veut pas dire faire des généralités quand on rencontre quelque chose. Du style, Mmh. tous les chats sont indépendants. Mmh. En tout cas, après, on reviendra à toi, Florence. Ce que j'entends, c'est que tu n'as jamais perdu cette connexion-là. Oui, C'est-à-dire que depuis petite, tu communiques avec eux, ça ne s'est jamais arrêté. c'est ça. Et toi, Florent, c'est quoi ton histoire par rapport à la communication animale? J'entends que c'est interrelié avec Shaina, parce que Oui. tu étais dans quelque chose de très cartésien, de ce que j'ai compris, avant de vivre dans de la communication animale et d'explorer ce milieu-là. Tout à fait,
Alors, pour moi, ça a été une découverte tardive, très très tardive même. Par contre, effectivement, j'ai toujours été très très proche des animaux, proche de la nature. Ouais, j'ai été élevé dans une famille, alors croyante, hein, judéo-chrétienne, avec des valeurs judéo-chrétiennes, je dirais parfois même un peu strictes. Dans ce que souhaitaient mes parents pour moi, c'était de faire des études et de prendre une place effectivement dans la société. C'était leur vœu le plus cher. Donc moi, je me suis conformé. Et Shaina disait tout à l'heure, l'humain colle à ce que les parents souhaitent. Moi, j'étais totalement dans ce cadre-là. Donc très très rapidement, je me suis déconnecté de cette capacité à pouvoir communiquer avec les animaux, tout en ayant cette sensibilité du bonheur d'être potentiellement avec les animaux. J'ai beaucoup vécu dans la nature aussi. Je vivais en ville, mais j'étais en Haute-Savoie, à Annecy, donc proche des montagnes. Les vacances, c'était à la nature, c'était dans la nature, donc toujours très très proche du contact de la nature et des animaux. Mais ensuite, finalement, la vie fait que, étant programmé justement pour réussir, bah, j'ai gravi les échelons, donc on va dire de la réussite sociale. Et puis j'ai dirigé des entreprises dans la finance. Jusqu'à ce que j'ai des rappels en fait, des petits tests de plus en plus gros et de plus en plus importants, jusqu'à des tests de santé et qui m'ont rappelé que finalement, qui m'ont interrogé sur le fait de est-ce que je suis bien dans mon bon chemin de vie. Et puis je voyais faire Shaina, de toute façon, voyais ce qu'elle faisait. Pour moi, au départ, je regardais ça un petit peu de loin, avec un peu de curiosité, un petit peu comment dire, de questionnement, la réalité ou pas. Et puis, ben, à un moment, bah, je me suis dit, bah allez, je vais faire comme tout le monde, hein, je vais faire le stage. Et c'est vrai qu'elle m'a un peu poussé, à y aller. J'ai fait le stage et au premier jour du stage, je me suis dit: «Waouh, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose». Et là, se pose véritablement la question de, c'est quoi le cartésien, en fait? Parce que le cartésien, est-ce qu'il est arc-bouté sur ses croyances et il n'en démord pas et tant que c'est pas vérifié, eh bien, ce n'est pas une vérité. Donc ce n'est pas une vérité scientifique, ou chiffrable ou autre. Et puis, ou au contraire, est-ce que le cartésien, c'est celui qui est prêt à s'ouvrir, à comprendre et à trouver effectivement comment dire? Une vérité quelque part. Alors c'est ça, ça a été un petit peu mon cheminement et au deuxième jour du stage, comme tu le sais, hein, ben, on vient avec, aussi, les photos de ces animaux et là, mon chien, il s'est pas gêné pour balancer un peu, quoi. Et il m'a dit des choses, il m'a dit des vérités que j'ai pris comme ça, m'en disant qu'effectivement, j'étais pas forcément dans mon bon chemin de vie. Il y avait des choses, il est remonté à des choses qui étaient très importantes et il m'a donné des arguments forts. Il m'a fallu un petit peu de temps, hein, j'avoue quand même pour, encaisser l'information parce que c'est profond, ça touche quelque chose de personnel. Et juste si je peux apporter une précision, tu dis que ton chien a transmis des messages, mais tu n'étais pas toi en communication avec ton chien, c'est quelqu'un du groupe qui était en communication avec ton chien. Je pense que c'est important de le dire pour pas que ça vienne biaiser les choses. C'est-à-dire que c'est là où c'est encore plus bluffant, c'est quand tu as quelqu'un d'autre qui vient se connecter à ton animal et là tu peux vérifier les infos immédiatement, quoi. C'est ça, parce que le premier jour, effectivement, on avait fait des communications. Je me suis dit: «Ouais, il se passe quelque chose» parce que moi-même, j'avais réussi à obtenir des informations qui étaient, vérifiées et puis le lendemain, effectivement, il y a deux trois personnes qui communiquent avec mon chien, qui sont aussi des personnes qui étaient dans l'apprentissage et qui ont dit, toutes les 3 la même chose, mais reçue par des filtres différents puisque chacun le reçoit à sa manière en fonction de ses propres ressentis et de ses propres, enfin capacités qu'il a lui-même, intégrées. Donc c'était véritablement une surprise et il m'a fallu un petit peu de temps et le temps surtout de mettre en place qu'est-ce que je vais faire de ça, en fait? Et après quelques semaines de réflexion, je me suis dit: «Allez, je continue» et j'ai fait tout le parcours que proposait Shaina pour devenir, professionnel en communication animale. Alors c'était véritablement très intéressant parce que finalement, pendant tout ce parcours, on parle beaucoup des animaux, mais aussi on se confronte à soi-même.
Et là, ça a été une révélation. Et je me suis dit, waouh, il y a le monde dans lequel j'ai vécu pendant 18 ans, qui est un monde de finance. Et puis, de l'autre côté, il y a autre chose qui est beaucoup plus impalpable, mais qui, quand même, dans l'énergie, est quelque chose de fort et qui peut amener à des réflexions beaucoup plus larges que je dirais, la communication animale. Et c'est mon cheminement, en fait, depuis 9 ans aujourd'hui, puisque chaque communication qu'on fait a une résonance et permet justement de comprendre et d'avancer sur son chemin. Alors, si tu avais pas bien le message une fois, tu l'as reçu 3 fois, si je comprends bien, de la part de ton chien, puisqu'il y a eu 3 personnes qui ont communiqué avec lui. C'était Oui, oui, pour être sûr que tu comprennes bien et que tu entendes bien ce qu'il avait à te transmettre. c'est ça. C'est ça. Et puis, comme tu sais, dans les stages, on fait aussi, nous, formateurs, les communications. Donc, je l'ai reçu une 4e fois de la part de China. Si tu avais besoin qu'on te démontre qu'il y Oui, c'est avait ça. quelque chose à entendre d'eux, bon voilà, si tu as un petit doute, là au moins, il y en avait plus, quoi. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, le cartésien, que j'étais avait besoin d'avoir une démonstration. Cette démonstration, elle arrive dans le stage, mais en sortant du stage, il y a plein d'éléments qui arrivent, il y a plein de situations qui t'arrivent, qui vont te rappeler tout ce que l'animal a dit. Et là, tu te dis: «Mais c'est pas possible». Enfin, si, c'est possible justement, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à comprendre et surtout, il y a quelque chose à mettre en place pour voir ce qui se passe. Simplement pour information, quand j'étais, à ce moment-là, quand, je faisais le stage, je pesais, 25 kilogrammes de plus, hein, je dormais avec une machine, pour respirer. Le cardiologue, en fait, me disait: «Mais, vous êtes au bout du bout» et finalement, en me mettant en accord avec ce que l'animal avait été capable de capter au fond de moi, il s'est trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ce qui a changé, en fait, c'est bien évidemment le bien-être, c'est la santé et aujourd'hui tout ça, c'est très loin derrière. C'est très, très loin derrière et là, le cardiologue, il se pose encore la question: «Comment ça s'est passé?» Mais je peux pas lui dire: «Écoute, j'ai écouté Ah, mon chien», tu vois? alors c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu lui as expliqué, ce qui Oui, je s'était lui ai passé dit pour je lui ai toi? dit, ça a été un sourire, mais ça a été un sourire, mais c'était voilà, ça en est resté là pour l'instant, hein. Mais c'est faire sa part. Et pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, ce qui est important et ce que j'avais trouvé, il y a 2 choses là qui me viennent que j'ai envie d'aborder. Ce que j'avais trouvé super dans ce stage effectivement, c'était que bon, beh, la plupart d'entre nous, nous avions un animal. Donc l'idée, c'était d'amener une photographie de notre animal pour que les autres participants du stage puissent communiquer ou essayer de rentrer en communication avec notre animal. Et donc on pouvait confronter, voilà, immédiatement en fait, les informations reçues à la réalité et être voilà et il y a parfois des perceptions extrêmement, fines et des choses on se dit: «Mais c'est impossible, de les savoir». Donc ça ne peut être que l'animal et là on est un peu au pied du mur. On peut pas faire autrement que d'admettre qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, là déjà on est en situation que d'apprendre à communiquer sur des photos d'animaux que l'on n'a pas ici en présence et dont personne peut témoigner. C'est pas tout à fait la même chose, ouais, parce que je l'ai fait aussi et c'est vrai que c'est pas pareil et ce qui était important aussi peut-être à rappeler, c'est tout le cadre, éthique que tu mets aussi en place, Shaina, entre la charte éthique et tu dis aussi il y a 3 grandes questions à se poser parce que c'est pas le tout de se mettre en relation avec l'animal et d'entendre ce qu'il a à nous dire. Ah, il y en a même 4 maintenant? J'en ai rajouté une. OK. On peut évoluer au fur et à mesure de ce qui se passe et donc j'en ai rajouté une il y a, Ouais. D'accord. Parce que c'est pas le tout de voilà, d'entendre, c'est déjà est-ce qu'aussi on est en capacité de pouvoir recevoir ce que l'animal a à nous dire et ce qu'on en fait derrière, en fait? Parce que enfin, vous allez peut-être nous expliquer ça un petit peu plus en détail, mais voilà, c'est assez carré comme démarche et on fait pas les choses, à la légère non plus. Si on décide de lui donner la parole, on s'engage aussi à 4 points. Peut-être tu peux nous expliquer un petit peu comment tu procèdes, enfin, ce qui est important pour toi à respecter, Oui, je vais en parler tout de suite et il y a un autre moment en fait, pendant la formation. Moi, je pense que c'est vraiment mon moment enfin, j'ai 2 moments préférés. C'est quand les personnes arrivent avec leurs doutes, où là, je vois les mines, un peu défaites le samedi matin, un peu tremblotants, et cetera. Parce que je sais très bien comment ils vont être le dimanche soir et le 2e moment pour moi qui est complètement magique et ou qui peut engendrer, des larmes d'émotion tellement c'est fort, c'est lorsque l'humain se rend compte qu'il a vraiment communiqué avec l'animal. Alors ça peut être soit pendant la communication avec l'animal, soit lors du débrief, puisque comme le disait Florent, il y en a plusieurs qui communiquent avec le même animal et quand il y a une qui fait son débrief
ou moi je vais l'accompagner, etc. L'autre à côté dit: «Ah mais j'ai eu pareil. Ah mais oh mais non mais ah, on a eu la même chose» et là je vois la personne qui est envahie d'émotions et qui dit: «OK, donc c'est vrai, donc c'est vrai». Mmh. Et là moi j'adore. Alors pour en revenir à l'éthique, j'ai, en fait, pendant toutes ces, dizaines d'années, j'ai évidemment vécu, pas mal de choses et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des dérives à communiquer avec les animaux et qu'il était évidemment pas question de faire n'importe quoi. Donc ce code éthique, il a 4 questions. La première question que tu connais peut-être pas encore, c'est: «Est-ce que c'est bien un animal avec lequel vous vivez dans votre foyer?» Ah oui, non, celle-là, je ne la connaissais pas. Mmh. Oui, et cette question, elle a beaucoup de sens par rapport aux questions suivantes, donc je peux y revenir après. La deuxième question, c'est: est-ce que dans le foyer, vous êtes tous d'accord pour que je communique avec votre animal? En général, tout le monde va dire oui. Là, je vais expliquer que le sujet préféré des animaux, c'est les humains avec lesquels ils vivent. Donc, à partir de là, l'animal, il peut raconter des choses très personnelles. S'il raconte des choses très personnelles, ça m'amène à ma troisième question. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la profondeur des messages de l'animal? Parce que nous, en tant que communicateurs animaliers, on est loyal vis-à-vis de l'animal. On s'engage vis-à-vis de lui à l'écouter et à retranscrire les messages fidèlement par rapport à ce qu'il nous envoie comme information. Donc, si l'humain n'est pas prêt à entendre, ça veut dire que les cartes sont buggées. Ça, je sais pas si ça se dit ça. Les cartes sont, peu importe. Et donc, nous, on va s'assurer aussi, au moment où on fait la transcription aux humains de ce qu'a dit leur animal dans une communication professionnelle, que l'humain n'y va pas avec ses filtres, lui, et qu'il entend bien ce que dit son animal. Ce qui amène une troisième question. Est-ce que tous les humains du foyer, vous êtes prêts à mettre en place tout ce que l'animal va proposer? Mais pas que pour lui, parce qu'il va y avoir des choses pour lui, bien sûr, mais pour vous, les êtres humains. Et dans la et Non, c'était la et 4e. c'était la C'était la 4e. 4e, La ouais. OK, 4e. j'ai mon cerveau qui a buggé. Pourquoi tous les humains du foyer doivent être présents? Parce que si l'humain n'est pas présent, bah, il peut pas répondre aux questions du code éthique, donc l'animal ne peut pas s'adresser au bon interlocuteur et si c'est quelqu'un d'autre qui lui transmet les informations, il va y avoir des nouveaux filtres. Donc derrière, rien ne pourra être mis en place, soit parce que c'est transmis par une personne qui a mis ses filtres, soit parce que l'humain n'est pas au courant qu'il y a une communication avec son animal. Ça arrive très régulièrement que j'ai des personnes au téléphone, je crois que j'en ai eu 4 cette semaine, qui insistent en disant: «Non mais moi je veux que ce soit que moi parce que c'est mon chien». Et je leur explique que dans le foyer, si la personne vit avec son chien et qu'elle a un compagnon ou un mari ou des enfants, ils sont tout aussi importants qu'elle dans l'histoire du chien. Et là, la personne se met à réfléchir en disant: «Bah oui, effectivement». Donc l'animal, il va avoir quelque chose à réaliser avec l'un des membres du foyer. C'est ce que, on a appelé dans le livre, une mission, sans aucune autre connotation, hein. Le mot mission, c'est simplement: «Je suis là pour réaliser quelque chose dans le foyer», c'est tout. Mais il va aimer tout le monde de la même manière et il va transmettre des informations aussi importantes et profondes pour lui à tout le monde. Donc on peut pas faire l'impasse sur ce code éthique. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas loyal vis-à-vis de l'animal et de ce qu'il raconte, du côté sacré aussi de ce qu'il nous raconte. Et il y a un prérequis, c'est que tu demandes vous demandez aussi le consentement de l'animal. Bien sûr. Parce qu'il pourrait ne pas être d'accord pour communiquer avec vous et transmettre des informations sur son foyer. Donc Alors c'est, pas du tout, c'est jamais arrivé. c'est jamais arrivé? En fait, c'est hyper important pour moi, au niveau de déontologie, de demander l'avis de tout le monde. Mais l'animal, quand tu lui demandes parce que l'animal, il est là, il est au taquet, il est là en train d'attendre que tu l'écoutes. Il est derrière la porte depuis le matin, si tu as rendez-vous avec lui à 18h, il est au taquet. Il a Mmh. tellement besoin, si tu veux, que cet humain-là des fois, ils nous disent: «Mais tu comprends vraiment ce que je te dis là?» Je dis: «Bah oui». C'est tellement, important pour eux. Donc je n'ai jamais un seul animal qui refuse. Ce qui peut arriver, c'est que l'animal mette du temps à, transmettre des informations. Il peut arriver plein de choses et d'ailleurs, il y a quelques exemples dans le livre, mais ne jamais rien transmettre, c'est juste, c'est le plus beau jour de sa vie. Bah, c'est pour ça que que vous dites dans le livre, ils essayent toujours de nous dire quelque chose. Ils ont tous quelque chose à nous dire d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous avez un exemple, dernièrement, par exemple, ou encore bien frais dans votre mémoire, d'une situation avec un message, d'essayer de un petit peu de se concrétiser justement? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous donner comme message?
J'ai un truc qui me vient tout de suite parce que c'est récent. Ce qui peut se partager, hein, bien évidemment. Oui, de toute façon, je vais pas donner de nom, je vais pas dire Oui. c'est une situation extrêmement récente d'une personne qui est une amie, qui, rencontre, des difficultés dans son quotidien, dans sa vie, sentimentale. Ça fait quelques mois que ça dure, mais depuis quelques jours, l'animal transmettait des informations, des informations, des informations et au bout d'un moment, l'animal voyait qu'il se passait rien, qu'aucune décision était prise, donc elle est passée à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'elle a développé un comportement inadapté et elle a commencé à faire pipi partout. Ça a duré, 1 semaine. Au bout d'une semaine, la personne en question, parfaitement consciente de ce qui se passe, a pris une décision. Du moment où elle a pris la décision, elle a mis en place ce que lui demandait son animal, l'animal a terminé de faire pipi partout. Ça s'est arrêté, mais brusquement, il y a eu un avant et un après. Alors, attention, par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est un exemple. Il n'est pas question d'en tirer des conclusions pour d'autres animaux et toujours d'avoir un diagnostic médical, le vétérinaire et le référent médical. Donc nous, on écoute et quand on met en place, il se passe des choses. Mais s'il y a quelque chose au niveau de la santé, il est important, et je le demande toujours, d'avoir un diagnostic médical avant. Oui, pour écarter toute cause, physiologique, infection et cetera. Mmh. Parce que c'est important. Ouais, moi je trouve tout Mmh. à fait, on est complémentaires, il n'est pas question de faire l'impasse. Pour moi, c'est tout aussi, c'est de l'équilibre en fait, c'est de l'équilibre. Et justement, est-ce qu'il y a des vétérinaires qui font appel, à vous? Parce qu'ils sont bloqués dans certaines situations où ils sont interpellés par, la situation et voilà, ils ont notion de ce que vous faites et ils sont ouverts aussi à ça et vous On a même sollicitent, dans l'école. ah oui? Ouais. Qui se forment, oui, bien sûr. Alors, tu parles d'école parce que vous avez créé une école? Oui. Peut-être si tu veux en dire quelques mots, Exemple, tout à Oui, fait. justement, qui va avec cette démarche vétérinaire aussi. Et c'est un exemple que j'ai connu, on va dire, en début de carrière, et qui m'a assez frappé en fait. Une jeune fille qui avait son cheval qui était en train de perdre un œil, et elle avait fait tout ce qu'il fallait au niveau vétérinaire, hein. Et puis le vétérinaire lui avait dit, mais on va probablement être obligé de l'enlever cet œil. Et elle lui a posé la question en lui disant effectivement, «Est-ce que tu es prête? Est-ce que je peux tenter quelque chose? Est-ce que je peux, faire une communication animale?» Et le vétérinaire a joué le jeu. Il a joué le jeu, il a dit: «OK, on prend le temps de le faire». Donc c'était un vétérinaire qui était, effectivement ouvert à ça. Et donc j'ai fait la communication, je suis pas rentré dans le détail, hein, je vais pas rentrer dans le détail de la communication. Il y avait des choses qui étaient très, personnelles à cette personne, et qu'elle avait besoin effectivement de comprendre, surtout de voir. Et là, je fais vraiment un gros raccourci. Et en fait, après cette communication, il s'est trouvé que, il s'est passé quelque chose au niveau de l'animal. Parce que je crois que c'est 2 ans après, cette personne est venue, en stage, elle est venue en conférence, pardon, avant. Et pendant la conférence, elle a pris la parole et elle a dit, c'est que c'était elle qui avait, demandé cette communication, et qu'aujourd'hui, sa jument avait toujours l'œil. Elle avait toujours l'œil. Pourquoi? Parce qu'elle avait effectivement répondu à la 4e question du code éthique, qui était de mettre en place ce que lui demandait l'animal, mais à titre personnel, ce qu'elle avait besoin effectivement d'aller chercher. Et c'est ce qu'elle avait fait. Même si elle avait mis, beaucoup de temps pour le réaliser, l'animal avait capté cette intention-là. Et en fait, ça correspondait derrière à beaucoup beaucoup de ses peurs, à elle. Et aujourd'hui, l'animal a toujours son œil. Il a toujours son œil. Et il a toujours son œil parce que justement, il y a eu le suivi vétérinaire, il y a eu l'accompagnement, il y a eu la communication, et finalement, aujourd'hui, sa jument, elle lui rappelle régulièrement dans les communications que c'est pas sa peur à elle, mais la peur de l'humaine, en fait. Voilà. Et mmh. donc ça, effectivement, ça a eu une conséquence. Ça a eu une conséquence, voilà. Encore une fois, parce que, l'animal a été entendu, écouté, et qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Donc oui, effectivement, le rapport avec le vétérinaire, on ne se substituera jamais, au C'est important, vétérinaire. on va pas Ça, guérir, hein. voilà, nous ne sommes pas les guérisseurs. Je fais un parallèle qui est peut-être pas très bon, mais par exemple, on voit de plus en plus, dans les services hospitaliers, par exemple, des coupeurs de feu qui sont appelés par par les équipes soignantes pour aider dans des soins de radiothérapie et cetera. Enfin, il y a quand même comme un partenariat entre les soins médicaux et puis ces soins-là un peu rebouteux, on sait pas trop. Bon, mais on ça cohabite
Et il y a une démarche des soignants d'appeler, par exemple, ou de travailler avec. Et de la même manière, est-ce que certains vétérinaires vont d'eux-mêmes, en fait, vous contacter ou proposer à des familles, peut-être de prendre contact avec vous ou d'autres communicants animaliers, pour essayer, de comprendre un petit peu la situation avant peut-être d'aller sur des soins médicaux plus invasifs? Enfin, est-ce qu'il y a, Oui, oui, comment dire, de l'initiative du vétérinaire, ce qui serait encore, je trouve, un autre niveau de réflexion et d'intégration, heu, que d'être complémentaire, enfin de dire: «Bah oui, je vous laisse voir», mais de lui-même, en fait, de le proposer, Moi, je reçois vraiment régulièrement des coups de fil de personnes qui me disent: «Je vous appelle de la part de mon vétérinaire» OK. et c'est aussi un gage, de sérieux Mmh. parce que le vétérinaire, qui a une formation scientifique a besoin en face d'avoir des personnes qui vont pas raconter n'importe quoi. Donc pour moi, c'est au contraire quelque chose de très important et c'est presque une reconnaissance, en fait, du sérieux de ce que l'on propose et de la profondeur de ce qu'on propose, évidemment. Mmh. On a alors comme je disais aussi, hein, alors je donnerai pas de nom bien évidemment, mais on a des vétérinaires qui viennent se former aussi parce que ça questionne, parce que ça interpelle et parce que, c'est une solution, qui est, extraordinaire, au quotidien. Alors extraordinaire et complémentaire, c'est toujours pareil, hein. Quand on discute entre nous, un accompagnement en fin de vie pour un animal Ah. auquel on va être présent, par télépathie, ça veut dire que alors non seulement on est présent physiquement, mais on est présent, à écouter, enfin vraiment c'est extraordinaire ce qu'on peut vivre. Dans ces moments-là, c'est d'une profondeur, on peut traduire au fur et à mesure ce que ressent l'animal aux humains. J'ai même observé que ça allégeait la tristesse des humains parce que l'animal est OK, il sait ce qui se passe et c'est doux en fait, c'est doux et quand on a un animal en fin de vie, on va l'écouter tous les jours pour, savoir ce que son besoin à lui. Si l'animal demande de l'aide parce qu'il y a beaucoup de souffrance physique, ben c'est avec son accord que l'euthanasie pourra être réalisée comme un acte d'amour pour le délivrer de ses souffrances. Par contre, si lui dit: «Bah, c'est pas le moment pour moi, j'ai encore des choses à vivre», peu importe la manière d'où il en est physiquement, il n'empêche que c'est quand même lui qui a le droit de décider. Là, on parle beaucoup de choses un peu difficiles. Il y a aussi plein de communications animales sans raison. Les humains qui nous appellent pour dire: «J'ai juste envie, d'écouter et de savoir, ce que mon animal a besoin de». Et tu sais qu'on a plein de personnes qui viennent en formation qui n'ont pas d'animal, qui viennent parce qu'ils ont envie de savoir faire, parce que c'est important pour eux et aussi parce que dans le quotidien, ça apporte une autre manière de penser que de savoir que les animaux ont ce fonctionnement de mode solution, de voir les choses, mais c'est vraiment une autre manière d'appréhender la vie, hein, vraiment et c'est Mmh. hyper intéressant pour nous de fonctionner comme eux, vraiment. Non, j'avais justement des questions par rapport à la fin de vie. Moi, ce qui m'avait justement aussi, fortement interpellée pendant le stage d'initiation que j'avais fait avec vous, c'est que si je me souviens bien, c'est parce que ça fait quelques années maintenant, mais, il y avait une personne qui avait, je crois, un chien et il était peut-être question qu'elle le fasse euthanasier. Elle s'interrogeait énormément, je crois, sur cette situation-là et ce qu'il était ressorti de la communication, c'est que le chien n'était absolument pas prêt à quitter ce monde et qu'il avait envie de vivre. Et moi, je sais que c'est une situation qui m'a beaucoup questionnée, interpellée, fait réfléchir parce que ce sont des choses dont j'ai parlé beaucoup avec le vétérinaire de mon chat. Alors, je voulais parler petite séance, un peu perso, mais je voulais reprendre cette situation. La question de l'euthanasie, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup aussi parlé avec mon vétérinaire et la clinique où j'allais. Au mois de mars dernier, j'ai amené mon chat, elle ne s'alimentait plus, elle ne buvait plus, elle n'allait plus à la caisse, enfin plus rien ne fonctionnait semble-t-il correctement. C'était un samedi, c'était le 8 mars, je me souviens très bien. Le véto, me dit: «Ben, on va faire une prise de sang, on va voir, ce qu'il en est et puis, je reviens vers vous». Donc on fait la prise de sang et il me dit: «Écoutez, là, il y a une insuffisance rénale sévère». Elle avait 18 ans et demi, hein. «Moi, je vous propose de la garder, 48 heures, à la clinique, on la perfuse, on lui donne ce qu'il faut et on refait une prise de sang, dans 48 heures et en fonction, eh bien, ça va mieux, elle reprend un peu ou alors, on l'euthanasie». Et là, j'ai reçu avec beaucoup de violence, cette annonce parce que moi, je suis déjà personnellement pas du tout favorable à l'euthanasie pour les animaux. Enfin, je trouve qu'il y a une banalisation de cet acte qui m'interroge aussi fortement sur notre capacité à pouvoir les accompagner. Et là, donc, je suis absolument pas prête, moi, à imaginer, pas enfin, accepter ça et je me dis: «Mais, est-ce que je peux pas la laisser quand même 48 heures en clinique et on verra bien dans 48 heures ce qui se passe, mais même si elle est pas bien, je la reprends et on verra». Mais je peux pas imaginer d'accepter de lui donner la mort dans 48 heures, enfin, c'est pas possible.
Je la laisse, j'ai jamais eu de chagrin comme j'en ai eu à ce moment-là. Je rentre à la maison et je ressentais mais une tristesse, mais profonde, en plus à l'imaginer seule dans sa cage extérieure loin de la maison. Et j'ai une amie qui pratique aussi la communication animale et je lui dis: «Est-ce que, si tu es OK, si elle est OK, tu pourrais faire une communication pour voir un petit peu ce qu'elle en dit?» parce que, en fait, moi, j'étais complètement désemparée. Elle revient vers moi en fin de soirée, j'avais projeté d'aller le lendemain à la clinique, lui rendre visite, mais seulement lui rendre visite, en fait, parce qu'il y avait des permanences à la clinique et elle me dit: «Écoute, tu feras ce que tu veux de ce que je te dis, mais elle est profondément triste là où elle est. Elle veut qu'une chose, c'est de rentrer à la maison. Elle est prête. Voilà, elle sait qu'elle, elle est au bout du chemin, elle est prête à partir, mais elle veut rentrer, elle veut être près de toi, elle veut être tranquille et je sais pas pourquoi elle me parle de podcast. Ah bon? Elle veut un podcast avec toi, je comprends pas trop, bon. Et en fait, là, je prends la décision non pas d'aller lui rendre visite le lendemain, mais d'aller la chercher. Et donc j'arrive chez le vétérinaire, lui, il pense que je viens lui rendre visite, il ouvre la caisse, enfin la cage et il me dit je lui dis: «Vous êtes sensible à la communication animale?» Alors il me regarde et en plus il est italien, donc il a un accent, il me dit: «Oh moi je suis un scientifique, cartésien, mais bon, mais ma copine elle me parle de tout ça». Et donc je lui explique en fait ce qui s'est passé, je dis: «En fait je viens chercher mon chat, je ne vous le laisse pas, je la récupère». La semaine qui suit, elle se terre sur le canapé, elle ne bouge pas et j'enregistre une séance de podcast à la maison, donc elle participera à ce podcast-là. Elle a vécu 2 mois de plus chez moi. En reprenant son alimentation, j'ai adapté, j'ai changé, j'ai essayé de lui donner autre chose. Enfin, j'ai pris soin à ce qu'elle puisse continuer à manger un petit peu. Elle n'a plus jamais occupé mon lit qui était son lit, en fait, c'est qui était son lieu de dormance, voilà, jour et nuit, elle a occupé plein d'autres espaces, mais plus jamais mon lit et j'ai dû la faire euthanasier en urgence le 15 mai parce que là, en 24-48 heures, son état s'est dégradé, brutalement et que là, quand je l'ai vue, j'ai su, enfin, voilà, en détresse, respiratoire, en détresse, enfin, que c'était le moment. Je n'ai pas refait de communication entre, mais tout ça pour dire, j'ai été un peu longue, que si je n'avais pas fait cette communication-là le 8 mars, j'aurais enfin, voilà, je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu avec elle sur ces 2 mois et ça m'a préparé moi, sur la fin de sa vie et sur le moment fatidique qui allait arriver et sur les 90 de chances, sa vie se termine par une euthanasie. Tout ça pour dire que, voilà, si je lui avais pas donné la parole à ce moment-là, je pense que je serais passée à côté de beaucoup de choses, en fait, pour elle et pour moi et de vivre ce deuil beaucoup plus difficilement que je ne le vis aujourd'hui, hein, parce que mais pour dire, voilà, l'importance effectivement de pouvoir, prendre ce temps de leur donner la parole et de savoir, quels sont leurs besoins, leurs envies et comment est-ce qu'on peut les accompagner, au mieux. Voilà, il y a eu 2 mois de sursis, dans des conditions de vie, enfin, où elle paraissait pas en souffrance, elle a recommencé à manger, elle vivotait, mais elle a vécu 2 mois de plus Tu sais, et des animaux, comme ça, puisque quand on fait une communication animale avec un animal, très malade, tous les jours, on va se connecter avec lui pour, écouter ce qu'il a besoin d'exprimer, tous les jours. Et j'en ai un comme ça a duré 9 mois. Pendant waouh, 9 mois, tous les jours, je me connectais à l'animal pour savoir où est-ce qu'il en était et au bout de 9 mois, l'animal est parti de lui-même. Mais il ne voulait pas partir avant. Alors son physique s'était dégradé. Il expliquait qu'il y avait pas de souffrance physique insupportable et qu'il voulait continuer à être là avec son humaine. Donc en fait, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir, prendre des décisions, enfin, que la décision soit prise par le principal intéressé. oui, 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 oui. J'ai plus eu besoin de passer par quelqu'un le Oui. 15 mai. C'est-à-dire quand j'ai ouvert le placard de la salle de bain dans lequel elle se réfugiait souvent, là, je l'ai vue, elle a tourné la tête, elle m'a regardée, là, j'ai compris que c'était la fin et d'ailleurs, j'ai beaucoup attendu chez le vétérinaire qui m'a pris entre 2. Elle était en train de mourir, en fait et Mmh. donc on a finalement accéléré la fin de sa vie, mais là, j'ai vu dans Oui. quelle, détresse vraiment elle était. Mmh. Et j'ai beaucoup mieux vécu cette situation-là, avec peut-être une culpabilité justement de peut-être intervenue, suffisamment tôt parce que je me suis peut-être qu'elle a souffert sur les 48 heures qu'elle vient de vivre, mais moi je sais voilà que c'était plus une violence pour moi, c'était comme tu dis un soulagement, un acte d'amour. J'aurais du mal peut-être à utiliser ce terme-là, mais, c'était le moment. En tout cas, voilà de pour en tout cas, la soulager de ces symptômes du moment, quitte à voilà à ce que la vie s'arrête, mais, et En fait, c'est un acte d'amour parce que ça délivre l'animal de ses souffrances. C'est en ça que c'est un acte d'amour. Après, ça oui. reste un acte difficile et une décision que tu prends pour quelqu'un d'autre, si tu veux. C'est pour ça que c'est intéressant de les accompagner au moment du grand départ aussi, parce que ça reste quelque chose de culpabilisant. Si tu l'accompagnes et que tu l'écoutes au moment enfin,
Enfin, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et je sais, voilà, qu'en tout cas, j'ai beaucoup questionné, moi, l'équipe des vétérinaires sur, la question de la fin de vie d'un animal. Je leur ai parlé de la communication animale, enfin d'essayer, voilà, de planter aussi, de semer des graines et d'ouvrir peut-être aussi la réflexion sur ce qui est possible parce que j'avais la sensation aussi que la réponse euthanasie était une réponse, Mmh. tu vois, bah, on fait une piqûre d'antibio ou on fait la dernière, donc l'idée, c'était aussi ça, peut-être d'essayer de pas d'éveiller les consciences, mais de voilà, de semer quelques graines en tout cas sur est-ce qu'on peut vraiment pas faire autrement? Est-ce que vraiment c'est la fin et on est au bout du bout? En tout cas, voilà, le stage que j'avais fait avec vous m'avait aussi déjà beaucoup questionné sur ce temps de vie, et sur la volonté, voilà, de l'animal, et de vivre encore ou d'être prêt ou de ne pas être prêt à partir, moi ça m'avait beaucoup interpellée en tout cas. Tu parlais tout à l'heure que les animaux t'enseignaient énormément de choses. Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir comme leçon ou enseignement? Alors, plein de choses, dans des situations, par exemple, de la vie que je rencontre, j'en discute avec eux pour, voir, bah, je leur explique ce que je ressens et on en discute ensemble. En fait, je fais ça, essentiellement, avec notre petite chatte. Parce qu'on est très proches toutes les 2, on se raconte tout. J'ai vraiment ça, mais depuis toujours, hein. Alors on a notre gros chien, Hinouk, qui apporte aussi pas mal d'informations. C'est assez différent. En fait, j'ai une complicité particulière avec Pinky et avec Hinouk, c'est sur d'autres sujets, ça va être plus global, y compris sur des choses que je dois modifier, je leur demande dans les formations: «Voilà, je rencontre ça, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris?» par exemple. Alors eux ne vont pas me dire dans la diapo ce que je dois faire, bien évidemment, mais ils ressentent ce que moi je ressens et ils m'apportent un complément d'information qui me permet moi de cheminer après. Donc c'est super intéressant et particulièrement, dans le non-jugement, dans une approche qui va être, douce, qui va être accompagnante, que les êtres humains ont un cerveau qui a besoin d'être chouchouté aussi, qu'on peut pas balancer les informations de l'animal comme ça. Eux ne les balancent pas comme ça, mais certains humains les réceptionnent d'une manière et ne prennent pas soin de la manière de les retransmettre, parce que c'est vrai que la transmission de pensée, c'est cash, mais c'est pas parce que c'est cash que nous on doit pas prendre soin de l'autre. Enfin, il y a plein de enfin, c'est vraiment quotidien, hein, c'est, dans l'alimentation. J'ai rencontré des petits soucis dans mon alimentation. Ils m'ont, exprimé un certain nombre de solutions aussi. Alors c'est pas des solutions, une fois de plus, scientifiques, ils m'ont pas fait une analyse médicale et cetera, mais ça reste du bon sens. Ça reste du bon sens, mais que moi je ne voyais pas et c'est une réaction que les personnes ont souvent, quand on leur fait une communication, c'est: «Bah, effectivement, ça je le savais plus ou moins, mais là, le fait que mon animal me le dit, j'en prends vraiment conscience». Moi, je dirais que les animaux nous apportent aussi, nous rappellent certaines valeurs, notamment l'humilité, ou la responsabilité. Parce que faire une communication animale n'est pas du tout anodin. Parce qu'il y a une telle profondeur, il y a un tel message à faire passer par rapport aux humains que le but effectivement, c'est effectivement de les entendre parce que, ils ont accès à des choses qui nous concernant, qui n'est pas pollué par le mental ou qui n'est pas pollué par l'ego. Donc ils sont en accès direct un petit peu avec nous-mêmes. D'avoir cette humilité de se dire, «J'accepte ce que peut dire l'animal» et d'en avoir la responsabilité de mettre en place ce qu'il demande pour moi et pour lui, c'est aussi une notion d'équilibre et une notion de bien-être pour les 2. Donc ça positionne l'humain et l'animal de façon différente. D'ailleurs, dans les stages, quand, le samedi matin, Shaina pose toujours la question, «Est-ce que vous préférez, qui préfère les animaux aux humains?» En entrant dans le stage, on se rend compte que les années passent et plus, le pourcentage augmente et qu'en règle générale, on est toujours aux alentours des 60 dès le départ de personnes qui préfèrent les humains parce qu'ils sont Les les animaux. animaux parce qu'ils sont authentiques, parce qu'ils Mmh. sont, ou parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils ne trahissent pas et ainsi de suite. Ça, c'est une façon effectivement de voir les choses de la façon humaine. Mais quand le stage se déroule et que des communications sont réalisées, ils se rendent compte que les animaux nous ramènent toujours aussi à l'humain. Parce que eux, ils ne peuvent pas faire autrement que vivre avec les humains et vivre avec le vivant de façon générale. Et nous, nous avons cette perception des choses comme quoi nous avons un peu, on dirait, pris un peu le pouvoir sur les animaux, sur les êtres vivants. Mais eux nous ramènent toujours à ça pour nous faire comprendre qu'effectivement, il y a un lien fort, profond et que si on est tous présents sur cette terre, c'est pas un hasard. Donc la communication animale, si elle n'a rien de, comment dire? De spirituel sur la façon d'être, puisque Shaina l'expliquait tout à l'heure,
elle va amener sur des réflexions qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus profondes, de type environnemental, de type sociétal, de façon de vivre dans la relation entre les humains mêmes. Et elle peut mettre aussi en évidence des choses que l'on peut changer parce que les humains sont dans leur quotidien, dans ce que la société attend d'eux, et que finalement, eux, ils nous ramènent peut-être vers des choses qui sont parfois un petit peu plus essentielles et qu'on a parfois oubliées. Donc, ils vont chercher à l'intérieur de nous cette profondeur. Et moi, ce qui m'a marqué depuis toutes ces années où je fais de la communication animale, c'est que garder cette humilité, ce sens de la responsabilité est d'autant plus important dans le cadre des formations, mais il est tout aussi important quand je fais une séance. C'est-à-dire que même quand je fais une séance, je ne suis jamais attiré par hasard vers cette séance et j'ai toujours quelque chose à comprendre. Alors ça peut être très conscient, hein, à 90%, mais il peut y avoir des choses qui sont inconscientes. Donc en permanence, je vais m'interroger sur qu'est-ce que j'ai à comprendre de pourquoi j'ai vécu cette séance et pourquoi j'ai vécu cette relation avec les humains et avec cet animal. Et oui, parce que vous faites aussi le postulat qu'ils accèdent à notre inconscient. Et de ce que j'entends aussi, alors à l'inconscient collectif, si tu dis, c'est aussi en capacité de nous donner des conseils sur l'environnement, la société. Enfin, il y a, voilà, ce sont des En grands tout cas, ça sages. ouvre une réflexion sur tout Mmh. ça. Ça Ouais, ouvre une ouais. réflexion sur tout Oui, ça parce que attention parce qu'il oui, y a quand même oui, si tu veux l'animal va exprimer des choses, je parle de l'animal de compagnie, sur, l'humain avec lequel il vit. tout à fait. C'est-à-dire que, moi, j'ai absolument aucune notion politique et économique, il va jamais t'entendre, Pinky, elle va te faire: «Non mais de quoi tu me parles?» Ça mais vraiment, c'est pas un sujet qu'elle va aborder. Elle va aborder d'autres sujets sur mes préoccupations et mon fonctionnement à moi et c'est là où elle va réguler des choses et m'apporter, des compléments d'information. Mais attention à ne pas faire, cette espèce d'anthropomorphisation, Mmh. Fils, oui, là, ouais, complètement. Mmh. où, les animaux, n'ont pas de mental. Mmh. Ils ne réfléchissent pas du tout comme l'être humain et ils vont pas faire l'analyse de la société en t'expliquant comment, le président de la République doit prendre des décisions. Ça marche pas ça. Je vais donner un exemple plus concret, ce sera plus facile. Je me souviens d'il y a quelques années, une communication que j'ai faite avec une jeune femme qui travaillait dans un métier et l'animal lui expliquait que son métier n'était pas, plus épanouissant pour elle. Ça lui était pas, en gros, elle s'emmerdait. Et au moment où l'animal m'explique ça, il me montre des chevaux qui arrivent à toute allure. J'étais en train de communiquer avec un chat, donc strictement rien à voir. Et quand je gratte et je lui demande: «Pourquoi tu me montres les chevaux qui arrivent à toute allure?» Moi, dans mon ressenti, dans les informations que je reçois, je capte que cette personne-là a besoin de travailler dans le monde du cheval. Donc, je lui demande à nouveau des compléments d'information et il me montre différentes images de la jeune femme dans un lieu, avec, des chevaux et un public en fait, qui, attendait des informations, des animaux. Je voyais bien que c'était un public, un peu en difficulté et en fait, ce qu'était en train de me dire l'animal, c'est que cette personne avait besoin de changer de boulot, de travailler avec les chevaux. Alors, ce que moi j'ai mis le mot, c'est médiation animale, parce que c'est un mot que je connais, mais c'était travailler avec un autre public et la personne me dit: «Bah, effectivement, je viens de faire une formation il y a pas très longtemps de médiation animale et je me tâte, je sais pas quoi faire, est-ce que je dois y aller, pas y aller?» et cetera et son animal en a parlé parce qu'il était au courant de ça. Donc ça veut dire que l'animal, il capte nos pensées, nos émotions, nos états d'âme et qui on est et qu'il est capable de nous donner des informations par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a accès à des informations nous concernant auxquelles nous, on n'a pas accès puisque c'est de l'ordre de l'inconscient. Alors nous, on n'y a pas accès, mais si je veux aller dans l'inconscient de Florent, si j'avais pas ce mental, je peux tout à fait y aller. On a les mêmes capacités que les animaux, sauf que nous, on se met des barrières. Et donc, à partir de là, ils peuvent nous expliquer quelle est la cause profonde, par exemple, pour un être humain, de la manque de confiance en soi. Et il va nous parler de ce que cet humain-là a vécu, par exemple, dans une situation donnée avec sa mère, son père, son frère, peu importe. Et il va raconter tout ça. Si l'humain fait quelque chose pour régler cette situation du passé, ça veut dire que l'humain va se sentir beaucoup plus léger, beaucoup mieux. Et derrière, il peut y avoir un accompagnement. Mais c'est en fait, une fois, il y a un psychiatre qui est venu en formation et il me dit: «Mais, Shaina, si j'avais connu ça avant, j'aurais gagné tellement de temps». Et oui, parce qu'au lieu de réfléchir avec son mental à des solutions et à des trucs pour cet humain-là qui lui-même ne parlait qu'avec son conscient, l'animal, il balance.
OK, bah, il y a plus qu'à régler ça, c'est facile, c'est clair, c'est simple. Je pense que c'est le mot le plus important qui tient à cœur aux animaux, c'est la simplicité. Soyez simple. Est-ce qu'à leur insu, on peut dire que ce sont de bons thérapeutes? Alors, ce sont pas des thérapeutes parce que eux ne vont pas te régler ce que tu as à régler. Ils te mettent la patte sur ce qu'il y a à régler et après à toi de trouver, quelqu'un pour t'accompagner ou une autre solution. Donc Mmh. ce sont pas des thérapeutes les animaux. Mais ils ont, voilà, moyen de mettre, comme tu dis, la patte sur, voilà, le point sensible ou la problématique, à travailler, quoi. Mmh. Mais Effectivement, ça peut nous faire gagner du temps que quelques années de psychanalyse ou sur le divan, effectivement. C'est vraiment important de le dire, hein, attention, l'animal ne va pas nous dire les choses telles que nous on le dit avec nos mots d'humain. Les mots qu'on utilise sont des mots qui sont passés pour traduire ce que l'animal nous envoie et d'ailleurs, ça m'arrive régulièrement de dire: «Oh là là, là pour traduire ça, quel mot je vais bien pouvoir mettre?» et c'est hyper important d'être très attentif à ça et parfois, plutôt que de donner un mot, je vais faire une phrase complète pour vraiment relater ce que j'ai reçu de l'animal, tu vois? Ouais. C'est tellement important, tellement important. Quel est votre plus beau souvenir? On en a véritablement plein des souvenirs. Après, moi j'ai alors je voulais te donner un exemple qui était lié aussi à une relation avec un vétérinaire aussi, mais je vais en donner aussi un autre. C'est un jour je suis venu dans une, alors le premier avec le vétérinaire, c'est que, j'ai été appelé pour une communication avec 2 chiens à domicile. J'y vais et quand j'arrive là-bas, il y avait un 3e chien qui était très, très mal en point et qui lui-même ne savait pas trop quoi faire et elle avait eu le vétérinaire et le vétérinaire qui nous connaissait, a dit: «Ben, puisqu'ils viennent, Florent vient chez vous, demandez-lui l'avis de l'animal». Donc c'était juste extraordinaire de la part de la part du vétérinaire. Et donc j'ai fait cette communication avant de faire les 2 autres et effectivement dans la communication, l'animal demande à être aidé parce qu'il n'y arrivait plus les yeux partaient, complètement, à l'envers, il n'arrivait plus à se lever, bon bref. Et en fait elle a appelé le vétérinaire a dit: «Eh ben, je passe, tout à l'heure dès que j'ai terminé ma tournée». J'ai fait les 2 autres communications et je suis resté et pendant quand le vétérinaire est arrivé, pendant qu'il faisait l'acte, et moi j'étais en communication avec l'animal. Et en fait, l'animal est parti avec une douceur, heu, absolument tranquille, enfin superbe en fait, et surtout d'être là pour accompagner l'humain, en même temps. Donc c'était véritablement un moment qui était, juste extraordinaire parce que l'animal n'était pas du tout en souffrance, n'était plus du tout en souffrance. C'était un peu un acte à 4, le vétérinaire, l'animal, l'humain et le communicateur et ça, c'était très, très fort. C'est quelque chose qui m'a marqué, oui, effectivement. C'est un très beau souvenir. Il t'en avait 2. Oui, j'en ai un Oui. moi Merci qui pour la l'avais relance, Shaina. alors j'en ai, un 2e aussi. C'est quelque chose qu'on a vécu ensemble. Nous étions partis chez, des amis pour un mariage, ce jour-là, mes amis nous disent, «Eh ben, ma maman qui est très malade, va venir habiter à la maison nous, on va aller chercher ses affaires et pendant qu'elle va chercher ses affaires, si vous pouvez, et la effectivement la surveiller». Et nous, on était là, moi, je sortais de communication et d'un seul coup, Shaina était dehors aussi et elle était tout proche et d'un seul coup, on entend des râlements, la maman part. La maman, décide de s'en aller. Donc on s'en approche, on reste proche, de la maman. La maman décède, elle décède. On appelle les enfants arrivent, les pompiers arrivent, ils ont essayé effectivement de la ranimer. Tout s'est fait, très, 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 très rapidement. Toute la famille est arrivée et en fait, nous, on s'est dit: «Ben, on va pas aller au mariage de nos d'autres autres amis puisqu'il y a cette situation-là. On va rentrer à la maison». Et c'était tard le soir, donc toute la famille était réunie. On s'est éclipsés, en disant au revoir à tout le monde et puis on a pris la voiture. Et la maison était très isolée dans la campagne et en fait, au moment où on est parti, 300 mètres après, il y a une biche qui nous a coupé la route. Elle nous a coupé la route. Elle est restée.
Et comme c'était une voiture avec un start and stop, là, hop, ça s'est arrêté et elle est restée dans les phares. Et pendant 10 minutes, bien 10 minutes, elle est restée là et on a pu être en communication tous les 2 avec elle. Et pendant cette communication, elle nous a exprimé des choses. Elle nous a notamment exprimé que l'humaine ne voulait pas être à la charge de ses enfants. Et elle a voulu en fait elle a voulu nous rassurer parce que nous derrière, on avait un peu une sensation d'être très, très mal à l'aise par rapport à la situation. On avait la responsabilité de la maman et puis d'un seul coup, elle décède. Et elle nous a apporté beaucoup d'amour, elle nous a expliqué, nous a donné des arguments qui étaient très, très forts et au bout d'un moment, pouf, la voiture comme par hasard, sans rien, s'est remis à démarrer. La biche est partie, on l'a vue partir dans le champ et puis, on est resté un petit moment à se regarder. C'était juste, extraordinaire et personne ne nous a dérangés. On était sur une route communale. Personne ne nous a dérangés pendant cette situation et quand, on est rentré le soir, on a appelé, le lendemain nos amis et nos amis nous ont dit, étonnamment que quand ils ont ouvert les volets le lendemain matin, il y avait une biche dans la cour. Il y avait une biche dans la cour. Alors, est-ce que c'était celle-ci ou pas? On n'était pas là pour communiquer, mais voilà, il y avait quelque chose de magique, en fait, dans cette situation. Comme pour tout à l'heure, l'euthanasie, on est dans un acte difficile. Il y a des situations dures et pourtant les animaux nous ramènent toujours à nous dire que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie et que c'est, quelque chose qu'on a besoin aussi de comprendre, en fait. C'était véritablement un très, très, très beau souvenir. Merci pour ce partage. Et toi, Shaina, est-ce que tu auras envie de J'en ai rebondir? beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup, hein, mais alors là, ce qui me revient, tout de suite, c'est, un endroit où je suis allée, où il y avait, un cheval qui était, dans un paddock assez grand et au moment où, comment j'arrive, le cheval part en courant et s'éloigne de moi et la personne, son humaine, m'explique, que sa jument est extrêmement craintive et qu'elle s'approche, jamais, 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 des humains. Donc bah, moi, je m'installe dans le paddock et puis, je rentre en communication avec la jument et il y a une vidéo, hein, que j'ai mise, je crois sur YouTube ou sur le site internet de ça, parce que la personne l'a filmée tellement elle a été, bluffée. Au moment où je rentre en communication avec la jument, elle traverse le paddock, elle vient et elle se met au-dessus de moi pour regarder ce que je suis en train d'écrire. Donc ça a été, un moment, très fort et ce qui a été très fort aussi, au-delà moi de ma surprise, parce que c'est vrai que je suis un petit peu quand même habituée à ça, c'est la surprise des humaines qui étaient présentes et qui ont fait: «Oh, mais tu vu, elle s'approche, oh là là, mais c'est pas croyable, que c'est» et donc il y a eu ça. Après, il y a aussi Léonie, c'est C'est une alpaga, un alpaga. une C'est une alpaga qui vit dans comment ça s'appelle? une arche de Noé. Une arche de Noé où la personne récupère, beaucoup d'animaux. Et bah, Léonie, c'est pareil, c'est un animal qui s'approche difficilement et mais c'est juste, enfin, c'est extraordinaire. À chaque fois que je la rencontre, elle vient, elle m'embrasse sur la bouche, elle me fait des câlins, elle me met sa tête. Vous voyez, tu vois, l'alpaga, c'est Oui, le oui, oui. cou et il se passe, enfin, il y a un truc irrésistible, entre nous et on va dans ce lieu, de façon assez régulière avec, des participants puisque lors de la 3e journée de la formation, il y a une journée de pratique supervisée dans un lieu où il y a des animaux et quand on y va, à chaque fois, elle arrive, elle vient m'accueillir comme une meilleure amie que j'ai pas vue depuis, quelques, mois, en fait C'est vrai. et après elle s'en retourne, elle repart et elle revient s'approcher du groupe que si elle le ressent et si elle le ressent pas, elle reste à distance. Enfin, Mmh. alors j'ai un truc aussi particulier avec les buses. Je me suis rendu compte, quand je suis en voiture, j'avance, si je réfléchis à quelque chose, j'ai une buse qui va arriver pour me donner la réponse. Alors j'ai des buses, qui viennent devant la voiture et qui plongent comme ça et qui repartent comme ça au moment où moi, il se passe quelque chose. Alors c'est vrai que ça se passe plus évidemment, quand on est à Annecy, parce qu'ici on n'a pas beaucoup de bus. Parce qu'on habite, à 2 endroits différents, hein. On habite dans le sud, mais on habite aussi très souvent à Annecy et on est, en déplacement. La semaine dernière, on était à Bruxelles, la semaine prochaine, on est à Toulouse. Enfin, on bouge beaucoup. Donc il y a cette histoire avec les buses. Quand l'animal sauvage se présente, ça m'est arrivé également cet été qu'une sauterelle, elle s'est accrochée à moi. C'est pareil, Florent a fait une vidéo, j'étais en l'eau dans une piscine. La sauterelle était accrochée. Elle m'a raconté plein de choses
c'est vraiment un moment à ne pas rater. On a eu aussi une sauterelle sur le pare-brise de la voiture. Mmh. Il y a vraiment des moments qui peuvent même être furtifs, hein, c'est pas besoin de faire une communication de 5 heures, qui sont très importants, c'est qu'il y a un message. Après, il y a bien sûr cette rencontre, avec Pinky, qui est, une rencontre, quasiment improbable, puisque je n'ai jamais décidé, moi, d'avoir Pinky à la maison. Elle était chez une personne où elle avait un comportement inadapté. Elle faisait pipi, elle s'entendait pas avec les autres animaux. C'est une personne qui avait beaucoup d'animaux et je vais chez elle pour communiquer avec son chien et à la fin de la communication, elle me dit: «J'ai, un de mes chats qui me pose problème, est-ce que tu peux, aller voir?» Et à ce moment-là, on s'approche. Alors ça faisait déjà 3 heures que j'étais chez elle, hein, puisque la communication animale, avec un animal, ça dure environ 3 heures et donc je m'approche et cette petite Pinky monte en haut de son arbre à chat et se met à hurler, mais ah! Mais vraiment à hurler et elle me dit: «Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi». Et moi, j'avais d'autres rendez-vous derrière de communication avec des animaux, donc la dame me dit je dis à la dame: «Beh, je vais t'aider», puisqu'on se tutoie tout le temps, hein, «Je vais t'aider et je vais mettre, ta demande dans mon groupe, de colibris», puisque c'est comme ça qu'on appelle les personnes qu'on a formées, qui sont dans un groupe, aussi et comme ça, je vais essayer de trouver quelqu'un et j'avais le cœur qui faisait boum, 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 mais mon mental me disait: «Tu peux pas repartir avec tous les animaux pour qui tu as des coups de cœur, parce que sinon Mmh. ça fait une arche de Noé chez toi». Donc je repars, je vais faire mes autres rendez-vous et là, je pensais à Pinky. Je ne pouvais plus penser à elle, donc je fais mes autres communications et à 19 heures, j'appelle la personne en me disant, «Je suis, c'est irrésistible, je viens la chercher, je la garde». Et donc j'y suis allée, la personne avait préparé toutes ses affaires. Elle avait préparé ses compléments alimentaires que je ne lui ai jamais donnés puisque dès qu'elle est arrivée, elle a mangé. Elle a jamais fait pipi nulle part et en fait, elle était tout simplement en train de développer un comportement inadapté parce qu'elle est en mission avec moi. Et donc ça fait maintenant, 10 ans qu'on vit ensemble, une histoire d'amour, qui va continuer, pour toujours et c'est vrai que c'est, quand on a un animal avec lequel c'est irrésistible, il y a plein d'humains qui l'ont vécu, hein. J'ai tellement d'histoires d'humains qui décident de prendre un animal sur internet, qui craquent dessus et qui au moment d'aller le chercher, ils voulaient un Yorkshire, ils repartent avec un Doberman parce que leur cœur fait boum. Des histoires Mais comme ça, j'en ai plein, hein, plein, plein. Parce que Mmh. quand c'est irrésistible et que l'animal a une mission à réaliser, c'est pas possible de faire autrement. C'est pas possible. Bah, c'est ce que je perçois, j'avais interviewé Olivia qui avait créé la pension refuge I Love My Dog, à une vingtaine de minutes de chez moi. Alors maintenant, elle n'est plus que refuge, si je comprends bien et en fait, elle a 5 hectares de terrain qu'elle a dédiés aux chiens et en fait, elle dit pas que les chiens vivent chez elle, elle vit chez les chiens et les chiens sont dans des parcs de plusieurs centaines de mètres carrés, enfin, ils sont loin d'être dans des box comme à la SPA. Enfin, elle a fait ce choix de leur donner la plus grande liberté. Elle dit bien d'ailleurs, c'est chiens libres et heureux. Et sa maison est dédiée aux chiens. Enfin voilà, quand on va là-bas, c'est voilà, on les voit bien à quel point ils sont heureux et elle communique, assez souvent sur les réseaux et elle décrit ces rencontres entre les animaux et les humains et que bien souvent ce sont les chiens qui choisissent l'humain avec lequel ils veulent, aller et il y a des rencontres comme ça effectivement, incroyables qui se font d'amour, et qu'on perçoit dans les images qu'elle filme, hein. Elle filme souvent ces rencontres et ou des humains qui viennent pour choisir un chien qu'ils ont vu chez elle parce elle prend les chiens qui sont abandonnés et ceux qui sont réformés de laboratoire. Donc des chiens qui ont des lourdes histoires, et plutôt que d'être euthanasiés, beh, voilà, elle les récupère et elle les aide à se resociabiliser, à être à nouveau en confiance avec l'humain, à s'habituer au bruit et cetera, enfin la vie en société et donc pour voilà des humains qui ont fait le choix d'adopter tel ou tel chien et qui finalement vont être choisis, eux, par un autre et vont repartir avec cet autre chien. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça effectivement, C'est, l'animal nous choisit, il est pas là par hasard pour vivre quelque chose d'extraordinaire ensemble. mais des Pour nous situations comme ça, écouter. j'en ai eu plein aussi. Moi, j'ai travaillé dans l'établissement quand j'étais psychologue et combien de chats sont venus, comme ça, du jour au lendemain, s'installer chez nous et sans savoir d'où ils venaient, où est-ce qu'ils vivaient, qui étaient leurs humains et ils ont fait le choix du lieu et du service, précisément où ils avaient envie de vivre. C'était assez incroyable, moi, je travaillais dans plusieurs structures et dans plusieurs structures, il y a eu comme ça des chats qui sont arrivés d'on ne sait où, puis des chats qui avaient des comportements particuliers, hyper sociables, adorables avec les résidents, oui, on sent qu'il y avait quelque chose à faire, en tout cas dans ces services, et plusieurs fois, vous avez dit que vous étiez des communicateurs et communicatrices. Alors c'est un choix, de ne pas être des communicants? C'est enfin, c'est une histoire de sémantique peut-être, mais pourquoi, dire que vous êtes des communicateurs et trices? C'est plus joli. C'est plus joli que des Alors communicants? il y a alors moi vraiment j'ai aucun choix par rapport à ça.
Heu, je vais au plus simple. J'ai pas je Oui, je me suis pas pu non, poser la question non plus, oui. Ouais, parce que moi j'entends souvent effectivement communicant animalier et c'est la première fois que j'entendais communicateur et communicatrice. pas de raison. Et tout à l'heure, je parlais par contre, là, il y a une raison et je pense que c'est sympa de revenir dessus. Je disais que les personnes qu'on a formées s'appellent des colibris. Oui, je voulais vous poser la question de votre école. Ouais. Ah bon? Bah, vas-y, pose Oui. la question. Non, vous avez créé, oui, une école qui s'appelle La Goutte d'eau du colibri, donc c'est bien ça. Donc peut-être nous rappeler l'histoire du colibri ou peut-être, voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le nom de cette école-là? Il y a une En intention fait, particulière? alors c'est le nom de l'école aujourd'hui, mais ça a été le nom de la première association que j'ai créée il y a très, très longtemps, qui s'est toujours appelée La Goutte d'eau du colibri parce que quand j'ai entendu cette légende qui est une légende amérindienne, ça m'a fait pou pou pou, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. La légende raconte, raconte qu'un petit colibri est dans la forêt et il y a un incendie dans cette forêt et donc le petit colibri, c'est un petit oiseau comme ça. Alors là, il est géant, hein, mais il est tout petit. Il a des ailes qui va très, très vite et c'est l'animal qui a le plus de battements de cœur à la minute, ce que je ne savais pas à l'époque. Et donc petit colibri comme ça très vite, il va au lac d'à côté, il prend des gouttes, il fait plein d'allers-retours et à un moment donné, il y a un autre animal qui se présente à lui, qui est un tatou et qui lui dit: «Mais petit colibri, tu crois quand même pas que tu vas éteindre l'incendie comme ça à toi tout seul?» Et le colibri répond: «Oui, je le sais, mais je fais ma part». Ça veut dire que si tous les êtres humains, nous faisons notre part, en écoutant vraiment les animaux, alors pour moi, c'est par rapport aux animaux, mais ça peut être dans plein d'autres domaines. Si on fait même un tout petit peu d'autre part, ça change tout. Ça change tout. Et à partir du moment où les animaux vont être écoutés, ce que je disais tout à l'heure quand on a débuté cet échange avec toi, Katia, c'est que ça leur permet de prendre leur vraie place à eux et non pas celle qu'on leur demande de prendre. Donc, ils peuvent prendre leur vraie place dans les foyers, dans le monde. Dans cette école, vous proposez des formations. Oui. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Qu'est-ce qu'elle est venue parce qu'en plus elle est physique cette école, c'est ça? Elle existe physiquement, c'est pas seulement une école en ligne comme on trouve aussi beaucoup aujourd'hui? Non, non, c'est pas du tout une école en ligne. Non, Mmh. non. C'est, une école dans laquelle il y a des formations d'initiation. Donc les formations d'initiation, elles ont lieu dans toute la France, mais aussi à l'étranger. Le but, c'est vraiment de reconnecter les humains à ce mode de fonctionnement qu'est la télépathie et une fois qu'ils sont reconnectés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de leur apprendre comment ils fonctionnent. En fait, je me suis intéressée à plusieurs choses. Premièrement, je suis sophrologue aussi de formation, je suis aussi comportementaliste animalier et je me suis fait enseigner sur des techniques thérapeutiques pour accompagner les êtres humains dans les difficultés qu'ils rencontrent au niveau, des traumatismes. Et donc, chemin faisant, ça m'a amené à m'intéresser au cerveau humain. Parce que, tout ça, à un moment donné, les animaux m'ont dit: «Ce serait bien que tu transmettes ce que tu sais faire». J'aurais dit: «Mais vous êtes gentil, mais je fais comment?» Donc ça m'a pris une année entière et en m'intéressant au cerveau humain, je me suis rendu compte que dans la formation, c'était nécessaire de répéter plusieurs fois les mêmes choses et également que ce soit extrêmement progressif et que chaque être humain fonctionnant différemment a besoin d'être accompagné et que nous, on soit à l'écoute de tous sans exception. Et c'est comme ça que petit à petit, petit à petit, petit à petit, on arrive à la fin de la première journée où tout le monde est reconnecté à la télépathie et sait comment faire. Mais évidemment que ça suffit pas. Donc le lendemain, tout le monde va communiquer avec les animaux des autres participants. Et c'est là où on va faire les petits groupes que tu as vécu, où on va débriefer avec chacun et chacun va avoir un retour de l'un ou de l'autre puisque nous, on va communiquer avec tous les animaux sans exception. Donc on est tout à fait à même de dire ça c'est du mental, ça c'est OK, la prochaine étape pour toi c'est ça. Une fois qu'on a fait tout ça, tout le monde reçoit un protocole avec un accès à un groupe de pratique dans lequel ils peuvent s'entraîner à volonté, à leur rythme. Mais nous, on est encore présents. C'est-à-dire qu'il y a des journées de pratique tout de suite après ou tout au long de l'année. Alors, on en fait aussi bien en visio, mais on est présent, c'est pas du e-learning, on est présent qu'en présentiel et on continue à avancer ensemble. Donc ça, c'est la partie formation et après, moi, ça me tient vraiment à cœur, c'est qu'après les formations, je suis présente. Je réponds au téléphone. Quand un colibri rencontre une difficulté, je vais lui répondre et le faire travailler, même tout de suite comme ça, même quelques minutes pour dire: «Bah, toi, voilà ce que tu peux faire, quelle est la» et ça le remet le pied à l'étrier pour ne pas rester bloqué dans une situation. C'est ça l'esprit de cette école, que chacun fasse sa part, mais ne fasse pas, évidemment n'importe quoi. Et puis suite à ça, il y a des colibris, alors il y a maintenant longtemps, qui m'ont dit: «J'aimerais bien me former pour devenir, professionnel en communication animale». Allez, rebelote, c'est parti. Et je me suis dit: «Mais quelles sont les compétences qu'un être humain a besoin pour être un communicateur animalier
qui soit respectueux des animaux, respectueux des humains et qui fasse pas n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'a émergé ce parcours dans lequel il y a plusieurs formations, dont une qui dure 6 jours, qui est très importante, qui est pendant 6 jours de la télépathie jusqu'aux mots. Comment transmettre Mmh. un compte rendu de communication de l'animal qui aura duré comme 1 heure et demie. Hein, l'écoute de l'animal, ça dure 1 heure et demie. De telle manière à ce que l'humain entende et mette en place ce que l'animal propose et passe à l'action. Parce que c'est pas une jolie histoire qu'on va raconter, d'où l'importance que toutes les personnes du foyer soient présentes. C'est des choses importantes qui tiennent à cœur à l'animal. Si c'est transmis n'importe comment, bah, l'humain, ça va faire bing, bing, et puis il va rien intégrer du tout et il y aura rien qui sera fait. Donc ça dure 6 jours. Il y a également une formation de 4 jours qui a pour but, de sensibiliser les personnes à ce qu'on a tous dans les mains, hein, c'est-à-dire soulager les autres, donc le magnétisme, spécialisé dans les animaux. Comment on fait un soin de magnétisme? Comment faire un soin complet? Comment soulager par rapport au fonctionnement des animaux et aux besoins des animaux, pareil. Alors là, je la fais, c'est quoi? Mmh. Je la fais, très courte, hein, mais évidemment qu'il y a plein d'autres choses, derrière. Et après, les personnes ont également besoin de faire, alors on met une moyenne de 10 journées de pratique supervisée, où là, on va être ensemble. En fait, on est tout le temps ensemble, hein. Le Mmh. but, c'est vraiment d'être présent parce que, pour moi, tout ce qui est à distance, ça perd complètement de son sens si c'est pas comme on le fait là, bah, par exemple sur Zoom, on peut pas avoir d'échange en recevant des papiers, de e-learning. La communication animale nécessite, d'avoir, des trucs qui se passent, quoi. Enfin, Mmh. il y a pas de théorie, en fait, même dans la formation d'initiation, Beaucoup d'expérience, oui. je vais parler une petite heure de choses un peu théoriques sur, qui sont les animaux, mais tout le reste, c'est que de la pratique, que de la Mmh. pratique. L'expérience. Et c'est quand je dis: «Les animaux m'enseignent», c'est aussi là-dessus et puis, bah, d'expérience en expérience, ça fait maintenant plus de 20 ans, que je le fais au niveau professionnel, mais je le fais depuis beaucoup plus longtemps que ça, hein. Que tout Mmh. ça, ça me permet, bah, d'offrir aux humains parce que je ne retiens strictement aucune information, je donne tout et pour moi, c'est important de tout donner et de transmettre, bah, même les galères que moi j'ai pu avoir, bah, que les êtres humains, ne les aient pas et d'apporter des solutions, des techniques, alors ça fait rire toutes les personnes de mon entourage parce que je passe, du temps quand j'ai un truc qui me vient d'un animal, bah, je vais apporter une modification encore à la formation. Alors tout le monde se fout de moi en disant: «Ça y est, elle a encore bougé des trucs» parce que c'est nécessaire, et que j'ai aussi ce besoin de transmettre de façon, excellente pour que les êtres humains soient dans cette démarche-là aussi, hein. Mmh. Quelle est votre raison d'être aujourd'hui, à tous les 2? Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, raison vivante? Votre pourquoi, qu'est-ce qui vous motive à de vous lever le matin? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Alors c'est aussi ce que tu viens d'expliquer, hein, mais Ouais. Oui, je dirais que c'est un peu un sacerdoce, en fait. C'est de pouvoir, faire, effectivement sa part, pour aider peut-être à des prises de conscience de façon très modeste, hein, que, nous pouvons vivre peut-être différemment et qu'il peut y avoir une vision différente de tous les êtres vivants qui nous entourent, hein. Et je rappelle, parfois dans les conférences ou dans les stages que nous, les humains, nous représentons peut-être 0,00001% des êtres vivants. Et si on prend tout type d'êtres vivants et que chacun a besoin effectivement d'avoir sa place. Donc la parole animale a tout autant sa place que peut l'avoir la parole, humaine. Qu'est-ce qui me fait vibrer le matin quand je me lève? C'est d'aller caresser les animaux. Il y a un truc qui me fait vraiment, vibrer, c'est de réconcilier à travers les animaux et ce que nous transmettent les animaux, les humains avec les humains. Je crois profondément en l'être humain. Moi, je suis super heureuse, d'être entourée d'humains, d'avoir des amis aussi, humains. Je suis aussi très consciente qu'il n'est pas possible, d'avoir des relations profondes avec tout le monde, qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde. Il n'empêche que les animaux m'ont enseigné quelque chose de fort, c'est que, quand un être humain a un comportement inadapté, bah, je m'aperçois que derrière il y a des souffrances et s'il y a des souffrances, ça veut dire qu'il y a quelque chose, à régler pour l'être humain et qui suis-je moi pour me permettre de dire quoi que ce soit par rapport à ça? Donc je me permets jamais de réagir ou de surréagir immédiatement. J'observe beaucoup et après, qu'est-ce que je peux faire
pour accompagner ou aider, cet être humain-là à travers son animal, hein. Pas dans une démarche, je veux sauver tout le monde parce que je sais que c'est pas possible, y compris au niveau des animaux, mais c'est plutôt, tout en restant à ma place, d'observer ces souffrances-là. Après, je suis allée très loin dans ce processus-là, peut-être même parfois un peu trop loin, je comprends de plus en plus aussi que, il y a des souffrances qui sont, insolubles et que, bah, il y a aussi des moments où c'est important de se dire, «OK, bah, il y a une personne qui souffre et puis, bah, là, c'est son chemin, c'est son chemin». Mmh. Tout en ayant cette conscience, hein, de dire, la compassion est quelque chose d'important chez les animaux, le non-jugement Mmh. Bienveillance, et ouais, la bienveillance, ouais. ouais, la bienveillance, je trouve que c'est chouette. Si on se fait tous des câlins, quel monde merveilleux. Si on s'écoute tous par télépathie. En fait, la télépathie, permet, d'être dans un échange, totalement dénué de mental, puisqu'il y a pas de questions. Il y a juste une écoute. Il est pas possible de se couper la parole, donc c'est hyper vrai, c'est totalement authentique. Mmh. J'ai accompagné mon papa comme ça qui était, malade en fin de vie et à un moment donné, on a pu échanger comme ça et ça permet de dire des choses qu'on n'ose pas dire avec des mots puisqu'on n'a pas de mental, donc il est pas possible de réfléchir. C'est spontané, c'est naturel et franchement, ça a rendu tellement plus facile et plus doux, ce qui s'est passé après puisqu'il est évidemment parti. Waouh! Rien à voir, rien à voir. Il était, si je peux me permettre, il était conscient, mais il n'avait plus la parole? Oui. C'est comme ça que tu t'es retrouvée à essayer peut-être de communiquer par télépathie avec lui et à voir que cette communication était possible? Oui, ça s'est mis en place naturellement, en fait. En fait, ce que l'on propose là avec les animaux, c'est évidemment la même technique que de communiquer avec, des êtres humains. Mais attention, l'éthique intervient. Là, tout de suite, attention, hein, je mets le truc attention, attention, hein, éthique, éthique, éthique. On fait pas n'importe quoi. Oui, mais en même temps, on communique très peu par télépathie avec les humains, donc c'est pas du tout quelque chose qui est naturel et en tout cas, là, tu ouvres aussi une porte, enfin, ça ouvre un champ des possibles, toutes ces personnes qui sont en situation de coma, toutes ces personnes qui ont des troubles cognitifs, qui n'ont plus la parole ou et qui sont aussi en fin de vie. Enfin, voilà, là, on est encore sur, Mmh. sur un autre terrain, mais il n'empêche que ça ouvre des perspectives, oui, grandes, mais on parle peu de ces choses-là, voire pas du tout. Cette possibilité-là, Pas l'objet, ici, hein, non, non, mais en tout cas, c'est intéressant c d'ouvrir, juste de le dire. oui, 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 tu poses ça là et merci en tout cas pour ce partage. J'interviewe les acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour vous le Nouveau Monde? Ah, alors le nouveau monde. Et ben, alors c'est c'est génial parce qu'au moment où tu dis ça, moi j'ai un film qui me vient en tête, tout de suite. C'est, le film de Colin Serrault qui s'appelle La Belle Verte. C'est un film qui est vieux, qui est extraordinaire, que j'ai vu enfin, moi je suis pas très branchée, connais pas grand-chose, j'ai pas la télé depuis très, très longtemps, donc il y a plein de choses que je ne connais pas et ce film-là, j'ai vu, je pense 40 fois et je ne m'en lasse pas. Il y a une telle énergie, une telle vérité, une telle compréhension dans ce film, mais une telle, authenticité, mais c'est simple aussi. C'est un véritable enseignement pour nous les êtres humains qui vivons sur terre. Alors après, un nouveau monde, en fait, le monde tel qu'il est, moi je le trouve super intéressant et ça me ramène à des réflexions que j'ai pu avoir, avec, des personnes plus vieilles que moi, quand moi j'étais plus jeune et qui rêvaient en disant avec nostalgie du passé et je me rends compte qu'aujourd'hui, si j'écoute des personnes, qui sont arrivées à un certain âge, je m'exclus complètement de la conversation là, hein, parlent aussi du passé avec nostalgie. Donc moi, j'ai aucune nostalgie du passé, c'est pour ça que je m'extrais complètement de la conversation et je m'aperçois, puisque aujourd'hui, à l'âge que j'ai un petit peu de recul et je me rends bien compte que finalement, aujourd'hui, tout le monde dit la même chose que les autres qui étaient là avant. Donc quelle est véritablement cette envie de vivre autre chose, que les choses évoluent? Est-ce que le maître mot, ce serait pas qu'on est tous à la recherche de la même chose, c'est-à-dire d'amour? Si on réfléchit comme nous le proposent les animaux, puisque les animaux raisonnent avec cet amour sans aucune condition. Ils se demandent pas s'ils vont nous aimer ou pas nous aimer, ils nous aiment. Et si on faisait pareil? Si avant de dire: «Dia dia 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 dia», on s'aime. Ben moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Florent, est-ce que tu as envie de rebondir ou Oui, d'ajouter quelque chose sur ce que c'est pour soi le Nouveau Monde?
Bien sûr, je pourrais te dire des banalités sur le fait que j'aimerais avoir un monde plus respectueux, et ce qui serait effectivement très intéressant. Moi, ce qui le message qui est le plus profond pour moi des animaux et qui peut changer beaucoup de choses, en fait, qui me paraît être, pouvoir changer beaucoup de choses, c'est que quand l'animal explique quelque chose par rapport à une souffrance humaine dans une communication, il ne va parler que de la perception que l'humain a de cette souffrance ou de cette émotion. C'est-à-dire que l'animal, il nous exprime que si, par exemple, un humain est en colère, si, par exemple, c'est mon animal, il me dit: «Je suis en colère», moi, en tant qu'humain, je vais toujours considérer que je suis en colère parce qu'il y a un élément extérieur qui m'a rendu en colère. Cet élément extérieur, en fait, l'animal, il nous explique qu'il est neutre. Ça peut être, par exemple, un ami qui nous a fait du mal. L'ami qui nous a fait du mal, c'est un événement. L'animal le prend comme un événement. Par contre, ce qui fait souffrir, c'est la perception que j'en ai, parce que ça a activé quelque chose chez moi. Et ça, c'est le mode de pensée animal. Ça veut dire que si j'ai envie de ne plus souffrir, j'ai besoin de régler ma perception. Pas de demander à l'autre de changer, parce que l'autre, il est ce qu'il est et il a ses propres souffrances. Sauf que moi, j'ai besoin de changer ça pour ne plus souffrir. Et ce qui veut dire que si je fonctionne comme ça pour toutes les situations de vie, ce ne peut jamais être la faute de l'extérieur. C'est juste ma perception qui a besoin de changer. Et là, ça change la donne. Ça change la donne. Parce que finalement, entre humains, ben, on serait pas toujours en train de se relancer la faute. Et il pourrait y avoir une autre façon de penser. Et c'est c'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je me retrouve dans une situation, je repense à ce que me disent les animaux en me disant: «Mais si je suis face à cette situation, c'est que j'ai quelque chose à comprendre personnellement». Alors c'est pas facile, hein, comme raisonnement. C'est un raisonnement qui c'est sortir du triangle, en fait, systématiquement, pour se dire: «Mais observer cette situation et ne me dire que si je veux changer quelque chose, j'ai d'abord besoin de me changer moi-même». Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la petite China et au petit Florent? C'est chouette ça. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais envie de me dire? Moi, le petit Florent, j'ai simplement envie de lui dire merci d'avoir été patient, pour que je prenne conscience de certaines choses. Voilà, parce que c'est le cas. J'étais dans un mode de fonctionnement qui était un mode de fonctionnement basé sur des croyances, sur des automatismes, et sur, une perception, je vais dire, peut-être un petit peu restrictive. Et finalement le petit Florent qui était à l'intérieur, il a un peu rallumé la flamme en disant: «Mais tu sais, c'est pas trop tard. Tu peux changer». Voilà, donc merci à lui. En fait, quand je réfléchis à ta question, je ça me fait sourire parce que j'ai un côté très enfantin et dans la vie, quotidienne, je joue beaucoup, je rigole bêtement, et ce côté enfantin, je l'ai jamais quitté, sauf qu'aujourd'hui, il s'épanouit, vraiment puisque les choses de l'enfance ont été, pas totalement réglées parce que je pense que c'est pas, si simple que ça et que ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais, en tout cas, il y a déjà des voiles qui ont été évaporés et franchement, hein, pour écouter les animaux, il y a un côté enfantin qui est très présent et je suis animée par ça, profondément. Mouais. Donc, bah, c'est chouette parce que cette petite China, elle a grandi, elle vieillit physiquement, mais sincèrement à l'intérieur, c'est chaud, hein. On me prend vraiment pas au sérieux, quoi. Mais alors vraiment pas du tout. J'ai un ami, gitan, depuis très longtemps, je sais pas, ça fait 40 ans qu'on doit se connaître et qui un jour me regarde en éclatant de rire en me disant, que ce que tu fais en communication animale, c'est super sympa, c'est super important, que ça va prendre de l'ampleur parce que c'est sérieux et cetera et il éclate de rire et me dit: «Mais tu sais quoi? De toute façon, tu te prendras jamais au sérieux, quoi que tu sois» et je crois que c'est ça, ouais et la petite China, c'est ça, c'est pas de prise de tête. On rigole bien. Dans les quelques publications qu'on fait, sur les réseaux, on a quelqu'un qui travaille avec nous qui a aussi ce côté enfantin. D'ailleurs, on l'a tous, hein. Mmh. Quand on fait parfois certaines publications, je me dis: «Oh, c'est un peu», et j'aime bien rajouter des petits trucs, parce que je sais pas, ça me fait vibrer. J'aime bien. Mmh. Amusons-nous, quoi.
c'est clair. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Alors Alors pas par télépathie ouais, forcément, mais concrètement dans la matière, bien, alors le téléphone, moi je privilégie toujours les échanges de vive voix. J'aime avoir des humains au téléphone, ça me prend du temps. Je rappelle pas toujours dans les minutes qui suivent, mais dans les 48 heures, je rappelle tout le temps, même si j'ai énormément d'appels. Je trouve ça constructif, sympa et mais vraiment j'adore. J'arrive à avoir des personnes au téléphone, mais on c'est vraiment super sympa, quoi. Je j'ai eu une dame tout à l'heure au téléphone juste avant qu'on soit ensemble, qui veut venir à une formation, et on a éclaté de rire. Enfin vraiment, c'est chouette. Mon numéro 06 52 289 289. Donc ça, c'est vraiment, pour échanger, pour que je vous explique comment ça marche et cetera. Maintenant, si vous avez une démarche administrative particulière avec nous, franchement, le mail est à privilégier plutôt que SMS et WhatsApp parce que là, sinon, ça prend vraiment c'est, herbivore, c'est pas herbivore, c'est et hergénivore? Ouais, énergivore. voilà. J'ai réappris à parler, hein, donc voilà. Et Herbivore, ce serait pour une vache, par exemple, qui est herbivore? donc les mails, bien évidemment et puis, voilà. Oui, essentiellement. Après, il y a les réseaux sociaux, mais c'est essentiellement les deux voies les plus importantes, oui. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est même sur TikTok, on est, LinkedIn sur, LinkedIn et sur YouTube. et sur YouTube. Sur tous les réseaux, quoi, sur toutes Voilà. les plateformes, quasiment. OK. Et vraiment le but de tout ça, c'est de transmettre qui sont les animaux. C'est, enfin franchement les réseaux sociaux pour moi ça n'a pas, d'intérêt particulier, je suis pas du tout motivée par ça, mais petit à petit je me dis qu'il y a forcément des humains qui vont dire: «Waouh, il y a un truc là. Mmh. Ah il y a un truc. OK». Donc les animaux ils sont pas forcément en train de bouffer, de dormir toute la journée, il y a autre chose. Donc pourquoi prendre la parole aujourd'hui? Beh, pour délivrer ce message-là. Les animaux, ils ont quelque chose à nous dire. Parce que tu nous l'as demandé? Ouais. Oui, oui, oui. Bien sûr. Prendre la parole le plus souvent possible pour pouvoir, alors déjà moi j'aime beaucoup ce que tu fais puisque je suis allée voir, ce que tu proposes, ton approche et cetera. Heu, C'était le prérequis. Va voir ce que je fais pour savoir où tu mets les pieds, pour être sûr aussi que tu es raccord avec ce que je propose. ouais, c'est très important, évidemment et la sensibilité évidemment parce que et forcément, hein, il y a des personnes qui nous demandent, on refuse et par, parce qu'il y a rien d'ésotérique dans ce que l'on propose, il y a rien de spirituel et je veux vraiment le dire, c'est important de voir les animaux, ils sont terre à terre, ils nous transmettent des informations qui sont pas barrées. Nous ne sommes pas barrés du tout, on est des êtres humains bien ancrés sur terre et Mmh. c'est vraiment important et c'est ce qui m'a plu, aussi, dans ce que tu proposes. Le message des animaux et puis, la manière de transmettre. Tu veux ajouter quelque chose, Florent? Total Non? accord. Ouais. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, que vous auriez bien aimé que je vous pose? Alors moi, je sais pas si ça peut se faire sous forme de question, mais je voulais juste effectivement rajouter que nous, en tant qu'humains, en tant que communicateurs animaliers, nous ne mettons pas non plus les animaux sur un piédestal au-dessus des humains. Chacun, effectivement, a sa place. Mais c'est vrai que quand on est dans le stage, les humains découvrent tellement de choses profondes par rapport aux animaux, qu'ils se disent: «Mais waouh, qu'est-ce qui nous apporte énormément, en fait, finalement, ces animaux? Mais nous, qu'est-ce qu'on leur apporte en retour?» Et finalement, qu'est-ce qu'on leur apporte en retour? On leur apporte beaucoup d'amour, on leur apporte de la sécurité, on leur apporte aussi de l'alimentaire quand, ce sont des animaux domestiques, et finalement, ils nous rappellent peut-être que c'est un peu l'essentiel. Donc pour eux, il n'y a pas de notion de déséquilibre entre ce qu'ils nous apportent dans la communication et ce que nous leur apportons. Il y a véritablement cet équilibre qui est là et eux, ils s'en satisfont bien. Donc ça nous permet aussi de réfléchir, de réfléchir à tout ça. Et puis je voudrais dire aussi que derrière la communication animale, que l'on transmet, Shaina et moi, il y a véritablement effectivement cette notion de profondeur, mais il y a aussi cette, je dirais, cette caractère sacré de la communication animale et de la parole animale. Il y a quelque chose de sacré, quelque chose de profond qui nous fait découvrir véritablement qui on est et je dirais même que ça peut aller même bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'ils ont une conscience que toute vie est sacrée, voilà et que l'humain aussi a, ce cheminement à faire pour aller vers quelque chose de sacré. Voilà. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de choses, mais simplement de force intérieure et que chacun peut justement déployer pour, le meilleur en fait, hein, tout Mmh. simplement.
Merci. Avant qu'on passe au portrait chinois, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour terminer? Merci. J'ai adoré cet échange et l'énergie, j'ai trouvé ça super chouette et que, je voudrais juste rassurer les humains en leur disant que c'est vraiment possible de communiquer autrement avec les animaux, que tout le monde peut le faire, à partir du moment où c'est fait dans les règles de l'art et pas n'importe comment. C'est pour ça que l'accompagnement est nécessaire. Bah, c'est pas un accompagnement du style, «Nous on sait, vous savez pas». C'est un accompagnement d'expérience et que c'est grâce à cette expérience que l'on peut proposer, aux humains, bah, de les écouter, comme eux en ont besoin, en fait et puis, bah, de pouvoir, savoir exactement parce que c'est vrai, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Bah, j'ai essayé, j'ai acheté un livre, j'ai fait ci, j'ai fait ça et j'ai l'impression que je crois que tatati tatata». Ouais, attention quand même, parce que l'animal, il commence à être écouté. Si ça va pas en profondeur, bah, ça peut aussi être difficile, pour l'animal. Donc bah, de f ouais, j'ai envie de dire faire les choses bien, ouais, c'est ça. Ça part pas dans tous les sens, la communication animale est à la mode. Oui. Il y a personnes qui le font, donc il y a des personnes très bien, vraiment très, très chouettes, vraiment et puis, il y en a beaucoup qui font ça, pour le business, qui font ça, j'ai entendu récemment, une personne, qui fait une communication animale. Elle décide que ça dure 30 minutes et que ça coûte, je crois 80 €. Une communication animale, ça n'a pas de limite de temps. Nous, on fait un système de forfait parce qu'on ne sait pas si ça va durer 2, 3, 4, 5 heures, c'est possible. On écoute l'animal le temps qu'il faut. Tant qu'il a quelque chose à dire, on va pas lui dire: «Non mais c'est bon, ça suffit, ça fait un quart d'heure». C'est pas possible. Une fois que l'animal a tout expliqué, d'accompagner les êtres humains dans l'écoute de ce que vient de dire leur animal. C'est comme quelque chose d'émotionnellement fort, c'est pas n'importe quoi. L'être humain a besoin qu'on prenne soin de lui. Ben ça aussi, ça prend du temps et on fait pas n'importe quoi non plus. Quand est-ce que vous venez dans la région? En plus, c'est Parce notre que j'ai regardé, j'ai vu que vous venez à Bordeaux là prochainement. Je me suis dit: «Tiens, peut-être qu'ils vont venir jusque dans le sud des Landes ou au Pays basque à nouveau», mais c'est vraiment une région, qu'on adore. Bah, écoute, tu sais quoi? J'ai envie de te dire, s'il y a des personnes qui nous entendent ou qui sont dans ton coin, qui ont envie qu'on vienne, bah, dites-le et on mettra une date. bon, bah, écoute, c'est aussi simple que ça. Comme ça, toi, c'est Manifestez-vous. passé, hein. Bruxelles, jamais je me suis dit: «Je vais aller à 1 400 kilomètres de chez moi à Bruxelles». Ça s'est vraiment passé comme ça. Alors, on n'a pas pu mettre une date dans les mois, tout de suite, mais ça s'est fait dans un délai, relativement, rapide. On a mis une date et on est venu faire une formation. Donc, si OK. vous voulez alors nous, c'est avec vraiment grand bonheur, hein. Parce que comme vous êtes déjà venu il y a quelques années, peut-être que Ah ouais, mais complètement. Que ce soit, OK. Biarritz, Bayonne ou un peu plus bas, vers, Capbreton aussi. Ouais, ouais, bah, c'est à un quart d'heure de chez moi, Cabreton, donc c'est parfait. On va Et ben, c'est organiser parti ça. pour Capbreton. Alors les Capbretonnais, les bras biarritzais et Les les biarros, les biarros. et ben, dites-nous et on se débrouille. OK, très bien, beh, c'est noté. On termine avec le portrait chinois. Vous vous rappelez, si vous étiez un plat, vous seriez lequel? Alors moi, si j'étais un plat, je serais un tian. Le tian, c'est, un plat, bah, de chez moi avec, différentes couches de couleurs et c'est super bon, hein, déjà. La première raison, c'est parce que c'est très coloré. J'adore les couleurs, bah, c'est le côté enfantin, hein. La deuxième raison, c'est que dedans, il y a de l'ail et l'ail, pour moi, ça a un côté énergisant et on peut mettre aussi du gingembre et les 2, pour moi, c'est ce qui apporte du piquant et d'apporter du piquant dans la vie au milieu des couleurs, bah, je trouve ça pour moi, c'est abouti, en fait. Une fois que j'ai dit ça, j'ai qu'une envie, c'est d'aller en manger. Et toi, Florent, ou alors c'est un plat que vous Heu, partagez à 2? moi, j'adore manger. Alors, je sais pas lequel choisir, mais en fait, si, il y en a un qui m'est venu dernièrement, c'est la polenta et c'est la polenta, pourquoi? Parce qu'en fait, derrière cette polenta, il y a plein de souvenirs. Il y a plein de souvenirs. C'était des souvenirs, de famille où on rassemblait toute la famille à une date, précise qui était le 15 août et pendant des années, ça a été comme ça donc c'était une période d'enfance où ma maman prenait le temps de la faire cuire sur le feu de bois, donc c'était beaucoup de patience, beaucoup de temps, aussi et c'était voilà, c'était un bon moment. C'était un moment de convivialité quand, le plat arrivait sur la table avec tous les cousins et tout ça, donc c'était voilà, c'est l'histoire de ma Paulette. C'est ta Madeleine de Proust. Si vous étiez un livre, Moi, il y a un livre, alors je lis pas mal et j'ai beaucoup lu. Il y en a un qui m'a, si je dois en donner qu'un, c'est celui-là, en tout cas, c'est «Soufi mon amour». «Soufi mon amour» est un livre, qui, parle de démarche, humaine, parle de spiritualité et qui parle de poésie. Ça, fait également référence au soufisme
à ces, techniques de méditation qui sont très différentes de ce que moi j'ai reçu comme enseignement puisque j'ai été élevée dans le bouddhisme tibétain et donc c'est une autre manière, une approche qui est, assez différente, qui m'a vraiment passionnée et ce livre a été, je l'ai lu il y a longtemps, j'ai lu plusieurs fois, a été vraiment le début d'une démarche d'ouverture, ouais. En fait, avant ce livre, je recevais les informations puisque toute petite, j'ai assisté à des enseignements et des cérémonies bouddhistes sans me poser de questions et ce livre a été le début de quelque chose. Florent, et Alors, toi moi, Florent? pendant toute une très grande partie de ma vie, je n'ai pas lu. C'était même, quelque chose qui était assez difficile pour moi, même à l'école et j'ai vraiment commencé à lire. Alors, il y a un livre qui me passionne énormément, c'est celui qu'a écrit Shaina, mais ça, je dirais que c'est normal. Mais il y en a un qui m'a le plus marqué quand je me suis vraiment, raccroché à la lecture, c'était le Da Vinci Code. Et Mmh. il m'avait marqué parce qu'il y a énormément de choses à l'intérieur qui est, la recherche de la compréhension. Il y a aussi, toute la symbolique, tous les symbolismes, derrière et dans la communication animale, il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de symbolique, pardon, qui permet justement d'aller comprendre et de traduire et il y a aussi le côté sacré derrière, il y avait tout ça et c'est quelque chose qui m'a effectivement passionné sur différents domaines, effectivement. Si vous étiez un dicton, Alors, pour moi, un dicton, il y a quelque chose qui me vient direct, mais c'est ce qui pouvait ramener aussi à un livre, c'est Le Petit Prince. Pour moi, c'est une référence, c'est, le livre à lire, quel que soit l'âge et le dicton, c'est: «On ne voit bien qu'avec le cœur, mmh, l'essentiel est invisible pour les yeux» et quand on communique avec les animaux, on ne se base jamais sur ce que l'on voit avec nos yeux, on ne va jamais interpréter, mais recevoir avec le cœur pour pouvoir traduire fidèlement ce que disent les animaux. Donc cette phrase-là, je l'ai partout. Partout, dès que je vois un mug, en vente avec marqué ça, je l'achète, je l'ai partout et je l'ai quelque part, le petit renard d'ailleurs. et toi Florent? Alors, moi, c'est un dicton qui est tiré d'un film, mais qui est un proverbe, maure, arabe, qui dit que la perfection n'est pas dans les hommes, mais parfois dans leurs intentions et que finalement, en tant qu'humains, nous avons, envie effectivement de réussir. Nous sommes dans l'intention de réussir, mais parfois nos actes, peuvent être en dissociation de ce que l'on pense. Et dans la communication animale, c'est aussi, ce que l'on peut, ressentir. C'est-à-dire que comme l'animal n'a pas de mental, n'a pas d'ego, il est totalement associé, il fait ce qu'il ressent. Et ce qui est important, c'est que effectivement, si nous, les humains, nous fonctionnons comme ça, en mettant notre mental et notre ego de côté, eh bien effectivement, on fonctionnerait avec notre cœur et que l'intention effectivement est bonne. Voilà. Mmh. Si vous étiez un film, alors tu as parlé de La Belle Verte, est-ce qu'il y en a un autre? Ah non, moi, c'est La Belle Verte direct. J'ai vraiment, un ah si, il peut y avoir, je pense que tout le monde va se foutre de moi. Tu dis ou tu dis pas? Oui, je dis bien sûr, La Petite Maison dans la Prairie. Et si je te demande pourquoi? Ah bah, parce que c'est, comment? C'est, pour moi la famille, le lien familial, l'amour familial et il y a aussi, des interactions avec des êtres humains et je me souviens que le peu que je l'ai vu quand j'étais enfant, à chaque fois je me disais: «Mais comment est-ce que cette fille-là, elle peut faire ça?» et je comprenais pas. Je comprenais pas. L'air de rien, ça me fait bosser d'avoir regardé ça. Ça m'a fait bosser en tout cas, mais même encore aujourd'hui, c'est des questions que je me pose. Mais comment c'est possible de faire des trucs pareils? Florent? Une Mon idée de film, film? c'est le film dont est tiré effectivement le dicton que je viens de citer, qui est Robin des Bois, en fait. Et Robin des Bois avec, alors tous les Robins des Bois, mais précisément celui avec Kevin Costner, mais tous les Robins des Bois en commençant par Errol Flynn et tout ça. Mais derrière, je pense, effectivement, le côté humaniste et surtout, ce que nous rappellent aussi les animaux, c'est que la noblesse, elle est dans le cœur. Voilà. Mmh. Et si vous étiez un super-héros ou une super-héroïne, qui seriez-vous? Ouais, ça va être drôle. Alors moi, ce qui me vient tout de suite, c'est Casimir. Ah! Voici venu le temps des rires et des chants. Côté enfantin, hein. Alors ça, c'est ce qui me vient, tout de suite parce que c'est toujours pareil, l'énergie dégagée, le côté joyeux et cetera et puis après, c'est quelqu'un, qui m'a, avec lequel j'ai vécu puisque c'est mon parrain qui est maintenant, décédé et mon super héros, je crois que ce sera lui toute ma vie. Ouais, c'est ça. Mmh.
C'est chouette. Ok. Et toi, Florent, est-ce que tu as un super-héros, une super-héroïne? Heu, J'en ai marqué 2 parce que, effectivement, c'est assez étonnant, mais ça me rappelle mon enfance et encore une fois, ne vous moquez pas, mais je crois que j'adorais Goldorak et voilà et j'adorais Goldorak parce qu'encore une fois, c'était quelqu'un qui était, humaniste et puis, de l'autre côté, je le mets aussi, j'ai hésité et j'ai mis, Heidi aussi. J'ai mis Heidi Ah oui. parce que derrière Heidi, il y a aussi, une super héroïne qui est une orpheline, mais qui garde la joie de vivre et qui transmet, au travers des animaux aussi, au travers des humains, sa joie de vivre. Et alors là, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Et oui, bah, en fait, Florent a mis dans son téléphone une musique lorsque je l'appelle et effectivement, bah, c'est aussi un de mes films préférés, c'est Pocahontas. Effectivement, bah, ce qui se passe dans ce dessin animé, bah, je trouve que ça nous ressemble, beaucoup dans notre histoire et qu'on aurait pu franchement, écrire ce dessin animé. Donc c'est juste génial, quoi. Ouais, Pocahontas aussi. Merci Shaina, merci Florent de votre participation Merci, merci vraiment Katia. et merci beaucoup pour votre écoute. Alors j'espère que le parcours de Shaina et de Florent vous aura inspiré. N'hésitez pas donc à les contacter par téléphone principalement ou par mail. Et puis aussi sur les réseaux, donc on mettra toutes les informations dans la description de cet épisode. À bientôt! Merci Katia, à bientôt et merci. Merci, au revoir. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.